Nico, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Ça va bien, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Après toutes ces années, on va avoir l'opportunité de parler de notre collaboration passée, de ta carrière actuelle. Mais avant ça, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Nicolas Rolla, j'ai 25 ans, originaire de Gilly, petit village sur la côte en Suisse. Mon parcours, c'est essentiellement de la voile. J'ai commencé la voile quand j'avais 8 ans sur le lac. Et petit à petit, parce que j'aimais ça, mais avant tout, j'aimais la compétition, j'ai évolué. J'ai continué à naviguer, fait de la compétition à haut niveau. Donc d'abord sur le lac, ensuite à l'international. Plusieurs titres de champion suisse, champion du monde en classe junior. Puis ensuite, j'avais un rêve olympique que j'ai essayé d'atteindre. Donc, j'ai navigué sur les bateaux qui pouvaient m'emmener aux Olympiques. Puis un jour, j'ai reçu un appel pour rejoindre l'équipe Alinghi Red Bull Racing, qui est une équipe d'America's Cup, qui est en voile, c'est le Graal absolu, c'est la Champions League pour le foot. Et j'ai décidé d'arrêter ma campagne olympique pour aller naviguer pour cette équipe. Et ça fait maintenant plus de 3 ans que je navigue pour cette équipe. Cet été, on a participé à la Louis Vuitton's Cup, où on a finalement perdu maintenant il y a 2 semaines. Mais ça a été une aventure exceptionnelle. Et enfin, actuellement, je vis un peu mon rêve. Enfin, je suis professionnel dans mon sport et c'est cool. Un bon petit résumé de parcours. On va revenir sur chaque élément. Donc, tu as dit que tu as commencé à 8 ans, la voile. Oui, c'est ça, 8 ans, ouais. C'est quelque chose que toi, tu voulais faire? C'est quelque chose qui était dans la famille? Alors, c'était un petit peu dans la famille. J'allais les mercredis soirs voir mon père naviguer à Rolle. Donc, c'est un petit club sur le lac. Et là-bas, je me faisais des potes. Ensuite, on a commencé à naviguer. Enfin, nos parents ils nous ont inscrits au camp d'été. Et au final, on faisait de la voile juste pour être en potes, tu vois. Et après, il y a un peu cet esprit de compétition qui nous a amené à se dépasser déjà pendant les camps d'été. Ensuite, on nous a inscrits au camp hebdomadaire. Et voilà, en fil en aiguille, on fait des compétitions sur le lac. Euh, et puis tu bats ton pote, donc après il essaie de te battre. Et puis il y a cette émulation qui se crée déjà très jeune pour devenir le meilleur. Et ensuite, les compétitions régionales. Tu as commencé à quel âge les compétitions? Je dirais, franchement, après une année et demie déjà, on faisait des petites. Enfin, à 9 ans et demi, 10 ans, on allait déjà faire les petites compètes, Hmm. mais on se faisait arracher, hein, on était nuls. Et, euh, et j'avais pas encore le goût de l'effort que j'ai aujourd'hui. Genre, j'abandonnais littéralement toutes les compétitions, je les abandonnais. Et mon père, il me fumait. Et ouais, du coup, je suis arrivé à un moment où là, enfin, mes parents qui ont quand même passé beaucoup de temps à m'emmener à gauche, à droite, d'abord en Suisse et ensuite dans le monde entier, mais oui, ils ont commencé à me dire, non, mais à part ça, là, faut que tu t'accroches parce que on passe beaucoup de temps pour toi et toi, tu nous rends pas l'appareil. Et Hmm. puis, ça a été un petit peu un déclic. Et aussi, j'avais mon frère qui a aussi fait du sport à très haut niveau, qui me mettait un peu la misère quand j'abandonnais. Et puis, c'est là où j'ai pris un peu plus le goût du travail, c'est de comprendre l'essence du sport, pourquoi je faisais ça. Et on est arrivé à un tranchant où, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas la voile, mais que j'aimais la compétition. Et, et c'est là où j'ai eu une grosse remise en question de est-ce que vraiment je voulais faire de la voile ou pas. Mais ouais, je sais pas, c'est quand même de faire du sport de haut niveau très jeune, c'est difficile. Et je l'ai fait surtout au début par compétition avant de le faire pour l'amour du sport, enfin de l'amour de la voile. Et puis à un moment donné, pour performer à haut niveau, tu dois aimer ce que tu fais. Et puis Hmm. j'ai dû rapprendre en fait à aimer la voile, à aimer passer du temps sur l'eau. Et c'était le plus gros passage dans ma carrière, je pense. Ça s'est passé à quel âge, tu dirais? Ça s'est passé avant de devenir champion du monde, donc vers mes 13 ans, un jour, pour l'anecdote, genre, mes parents ils sont pas là, ils m'envoient chez ma tante. Elle devait m'amener en régate. Et je savais qu'avec ma tante, j'allais pouvoir peut-être un peu sneak le truc et pas aller à la compétition, en fait. Parce que franchement, j'aimais pas ça. J'aimais pas la voile, mais j'aimais la compétition. Et
j'avais dit à ma tante, non, mais vas-y, on n'y va pas, je me sens pas très bien et tout. Et puis, elle était à fond dans l'homéopathie, elle m'avait donné des petits trucs, elle m'a dit, mais tu verras, ça va bien se passer. Puis en fait, elle avait tout dit à mon père. Et là, mon père, il m'avait dit, non, mais si tu continues, on vend ton... Parce il venait de m'acheter un bateau, il avait pas mal investi. Il m'avait dit, bon, c'est bon, on va vendre ton bateau, on va t'acheter des Barbies, puis tu vas aller jouer avec les filles du village et tout, tu vois. Et là, mon ego, il avait pris un coup. Ça a marché? Ouais. Et puis c'est là où, en fait, je me suis mis un vrai coup de fouet. J'ai continué à travailler, j'avais un bon groupe. On m'a changé de club à ce moment-là Hmm. aussi. T'es allé où? Je suis allé à Morges Hmm. et ils avaient un joli petit groupe d'entraînement. Et en fait, enfin, les trois gars avec qui j'ai commencé la voile à rôle, on est les trois passés à Morges. Donc le groupe, il a pris un peu de taille. Et puis pareil, c'était toute une histoire d'émulation. Il y avait des gars plus forts, on voulait devenir meilleurs T'étais dans quelle catégorie à ce moment-là? en optimiste. Optimiste. Et après 2 ans dans le club, je me suis sélectionné pour le championnat du monde. Et la même année, j'ai fait vice-champion suisse. Je pars au championnat du monde, donc c'est 5 bateaux par pays. Hmm. Et il faut savoir, l'optimiste, c'est la catégorie reine pour les moins de 16 ans. Ok. C'est tous les grands marins, ils sont passés par l'optimiste. Donc c'était déjà méga cool de pouvoir aller au championnat Hmm. du monde. J'y vais, je fais 35e, donc c'était déjà un des meilleurs résultats que la Suisse ait fait au championnat du monde. Et ça donne, c- ça te donne envie de faire plus. C'est là que t'as raccroché un peu plus Ouais, dans le pas truc. déjà avant, mais le fait de commencer à faire des résultats, ça donne envie de continuer. C'était ton premier gros résultat? Disons en Suisse, le fait de faire vice-champion suisse, Hmm. commencer à gagner des petites courses nationales aussi, c'était des bons résultats. Mais Hmm. aller au championnat du monde, faire un bon résultat, ouais, ça fait envie de faire plus, ça donne envie de faire plus. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire encore des meilleurs résultats. Je suis devenu champion suisse l'année suivante. Hmm. Je me suis sélectionné pour le championnat du monde. Et c'est là que je suis devenu champion du monde Hmm. en Argentine, 14 ans? 14 ans, ouais. Et ça a vraiment été enfin, l'apogée de ma carrière, parce que c'était première fois qu'un Suisse faisait ça. Tout d'un coup, enfin, j'étais personne dans la voile, tu vois. À 14 ans, tu navigues, tu kiffes avec tes potes, et puis tout d'un coup, tout le monde, la planète voile me tombe dessus. Ah, voilà, le jeune, machin, beaucoup de pression. En fait, la pression est montée, Ouais. et là, ça a été hyper compliqué à gérer. En fait, j'étais pas vraiment préparé à devenir champion du monde. Alors, j'étais parti dans l'optique de faire un top 10, peut-être un top 5, mais j'avais pas cette ambition d'être champion du monde. Enfin, c'était un rêve, mais j'étais là, ok, on verra ce qui va se passer. Et je faisais beaucoup de préparation mentale à cet âge-là déjà. Aussi, parce que j'avais des problèmes à l'école. Enfin, j'étais méga insolent. Enfin, mes parents, ils avaient beaucoup de problèmes avec moi, difficiles à gérer. Donc, c'était pour me canaliser et aussi pour gérer un peu mes petits problèmes de concurrence que j'avais avec un gars dans mon club, qui est mon meilleur ami maintenant, mais on avait des gros problèmes. Et puis, on ne s'était pas vraiment préparé à devenir, à faire des résultats pareils, tu vois. Et du coup, j'ai un peu subi les 2, 3 années après. C'est quoi qui t'a impacté le plus dans le fait de devenir champion du monde et de ne pas avoir su gérer ou pu gérer la pression? La pression, elle s'est manifestée comment concrètement? Concrètement, donc, à la voile, c'était quand j'ai changé de catégorie. C'était ma dernière régate, en fait, quand j'étais champion du monde. Hmm. Et j'ai dû tout de suite changer de catégorie T'es passé en... en 420. Donc, c'était un bateau qui fait 4,20 m qui se navigue en double. Ouais, Et la pression, elle a été tout de suite, on m'attendait. Tous les jeunes à 16 ans, t'as envie d'aller faire chier au champion du monde. ouais, Donc, dès qu'on était sur des lignes de départ, tout le monde venait à côté de nous, nous empêchait de prendre des départs. Et les mecs, ils étaient juste contents parce qu'ils te ruinaient ta course, tu vois. ouais. Donc, déjà, ça, c'était difficile à gérer. Euh, Ensuite, ben, je me mettais la pression que j'avais envie de tout de suite faire des résultats, Hmm. un peu surfer sur ce boost mental que j'avais eu, parce Hmm. que la voile, en plus d'être un sport de sensation et de glisse, tu as aussi cet aspect mental où tu dois prendre des décisions et tu dois avoir confiance dans les choix que tu fais. Et quand tu as confiance en toi, c'est beaucoup plus facile parce que tu réfléchis beaucoup moins
est-ce que je suis en train de faire le bon choix ou pas? Tu as le flow, tu te concentres sur la vitesse de ton bateau. On dit souvent que en voile, la vitesse rend intelligent. Donc, si tu sais que tu vas vite, tu fais les bons choix et puis tout se déroule beaucoup plus facilement, tu vois. Hmm. Et du coup, ça avait été difficile à gérer. J'avais tout cet entourage, plus ma pression. Peut-être, et je m'inventais un peu une vie. Je pensais que les gens me mettaient la pression, mes parents. Euh, en fait, en fait, je déconnais complet. Et je me suis mis tout seul la pression. Donc, je crois que ça avait été vraiment un passage difficile, si je me rappelle bien. Et aussi, pour rebondir, après avoir été champion du monde, j'ai pas trop pris le temps, en fait, de me rappeler de tout ce que j'avais bien fait, de tout. Et maintenant, 10 ans plus tard, donc là, ça va faire 10 ans dans un mois, j'ai très, très peu de souvenirs, en fait. Hmm. Et j'ai très peu de souvenirs sur lesquels je peux venir me reposer dans des moments difficiles. Parce qu'en préparation mentale, je travaillais beaucoup là-dessus, c'était d'utiliser faire de l'imagerie et d'utiliser des moments où tout marchait bien pour essayer enfin, de répliquer ces moments. Et j'arrivais pas, en fait, j'ai jamais vraiment réussi à me nourrir de ces moments-là. Hmm. Et j'avais d'autres souvenirs qui me venaient avant. Alors que ça, j'en suis sûr, c'est le truc le plus beau que j'ai atteint, tu vois, dans ma carrière avant d'atteindre l'America's Cup. Mais Hmm. c'était quelque chose de monstrueux et je regrette maintenant de ne pas avoir pris le temps de générer des images et tu vois, tout fait ça. Maintenant, les souvenirs qui te restent, c'est quoi? Qu'est-ce qui ressort de ce qui te reste? De ce titre de champion du monde, ce qui me reste, c'est mon arrivée, mon retour en Suisse, plus que le fait d'avoir gagné la course. Et voir l'émotion que j'ai procurée en ayant aussi bien navigué. Ouais. Enfin, au final, c'est 5 jours de course. Il y a tout qui s'est bien aligné. J'ai bien navigué. Et puis, en fait, simplement, qu'est-ce qu'une compétition peut m'emmener, enfin, peut amener et Hmm. tout ce que ça m'a amené dans ma carrière, ça m'a ouvert tellement de portes. Et certainement, je suis aujourd'hui au sein d'une équipe comme la Alingri Buresi qui est le Graal absolu, grâce à ce titre, parce que ce titre, ça m'a donné beaucoup de crédibilité. Ça a prouvé que j'avais du talent et que, tu vois, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et même Hmm. dans les moments difficiles qui ont suivi ce titre, alors oui, j'ai fait encore plein de bons résultats, des top 10 dans les championnats du monde, des trucs comme ça, mais j'ai plus jamais gagné de championnat du monde. Mais ça a nourri l'espoir qu'un jour je pourrais atteindre le top niveau, tu vois. Annecy, c'était déjà quelque chose qui était dans ta tête quand tu étais jeune. Euh, oui et non. Je dirais que j'ai commencé quand même la voile, enfin, grâce à la famille, mais aussi parce que c'était les périodes où Alinghi était à son apogée. Ils venaient de gagner leur deuxième Coupe de l'Amérique en 2007 et j'ai commencé l'été 2007. Hmm. Donc, ils ont nourri un peu le début de ma carrière et puis on fait partie de cette génération Alinghi, c'est-à-dire on regardait les courses, on rêvait qu'un jour on serait sur le bateau, mais on nous a toujours dit que pour être sur ces bateaux, il fallait soit avoir gagné les Jeux Olympiques ou avoir navigué sur d'autres bateaux très connus. Donc, euh, donc avant de rêver America's Cup, tu rêves. Euh, moi, je rêvais olympique. Donc, C'était une de tes ambitions avec le rêve olympique d'ouvrir cette porte-là exactement. et à ce moment-là, c'est quoi qui était le plus important pour toi? C'était le fait d'aller aux Jeux Olympiques ou le fait d'aller potentiellement un jour chez Alinghi? Je pense que j'étais vraiment buté sur les Jeux Olympiques. Hmm. C'était allons aux Jeux Olympiques. Et encore une fois, c'est tellement un sport d'expérience que la première Olympiade, il y a très peu de chances de faire une médaille. Hmm. Donc, allons aux Jeux Olympiques, on y retourne Mhm. et ensuite, on verra, tu vois. Mhm. Et j'osais pas trop rêver de l'America's Cup. C'était vraiment step by step. Ok. Et déjà, même rêver Jeux Olympiques, on part de tellement loin en Suisse. On a une bonne structure, mais face à certaines nations qui ont un contingent monstrueux, les États-Unis, la Grande-Bretagne, tout ça, c'est, c'est très dur de rêver top résultat, tu vois. Mhm. Donc, ouais. Donc tu fais ton titre de champion du monde en optimiste. 2, 3 années difficiles après ça, avec la transition. À quoi ressemblent tes entraînements à ce moment-là? Donc,
Point de vue voile, on s'entraînait déjà, quand j'avais 14 ans, je m'entraînais 3 fois par semaine sur le lac, plus des camps en mer. On partait 1 ou 2 semaines de temps en temps s'entraîner en mer. Et je m'entraînais physiquement à la maison, donc YouTube, gainage à fond, parce que sur ces petits bateaux, le plus gros du physique, c'est du gainage, c'est Mm, maintenir des positions statiques. mm. Et du coup, je m'entraînais tout seul. Ensuite, quand j'ai passé en double, pareil, j'avais une contrainte de poids aussi à suivre. Donc, entre mes 14 et mes 16 ans, j'étais à fond sur la nutrition, pas prendre de poids. J'emmerdais ma mère pour pas qu'elle cuisine avec du beurre, de l'huile. Je mangeais rien. C'était quoi? Tu te rappelles du poids que tu devais Je devais respecter? faire 47 kilos en optimiste et après 50 kilos en 420. Et j'avais Mm, 16 ans, mm. je faisais un plus d'un mètre 70. Et franchement, j'étais tellement maigre. Ouais, Et je me contraignais de tout. Je faisais beaucoup, encore, je faisais du sport, mais surtout, ouais, surtout du gainage, ouais. pas du tout de cardio. Je faisais rien à cette époque-là. Et c'est ensuite, quand j'ai arrêté la catégorie double et que je suis passé en solo sur du laser, qui est un des bateaux qui peut t'emmener aux Jeux Olympiques, Mm. où là, j'ai dû faire ce step et prendre du poids, en fait. T'avais quel âge quand t'es passé en laser? J'avais euh, j'avais 16 ans et je faisais 50 kilos et le bateau que je faisais, je devais en faire à peu près 65. Et ça, c'était pour la plus petite voile. Ok. Et vu que j'avais une année, c'est un peu compliqué, mais j'avais une année de retard sur cette catégorie, Ouais, j'allais devoir passer déjà à la catégorie suivante, qui ouais, était le laser radial, qui a une voile avec une envergure plus grosse, ouais, c'est-à-dire plus de puissance, ouais, où là, je devais encore mettre 10 kilos en plus. ouais, Et je me suis retrouvé à faire ouais, 50-55 kilos. Et je savais que l'année prochaine, j'allais devoir faire 70 kilos. ouais. Et j'étais là, waouh. Et j'étais comme ça, hein. Alors, ma génétique est bonne parce que mon père et mon frère, c'est deux buffles. Mais je suis parti de loin. Et j'ai dû commencer à m'entourer. Alors, comment je me suis entouré? J'ai commencé le CrossFit. Ouais. Et ça, c'était vraiment le début de ma préparation physique. T'as commencé où? J'ai commencé CrossFit Léman à Gland, à Ouais, Vic. Et j'ai commencé avec 2 entraînements par semaine, 3 entraînements par semaine. Et j'avais pas le permis, tu vois, j'avais 16 ans. Ma mère, elle faisait les allers-retours. J'avais mes horaires comme ça lui arrangeait. Un jour, à lui dire, ouais, je voudrais bien retourner. Et je crois qu'après 2 mois, j'allais tous les jours au CrossFit. Après 3 mois, j'allais de temps en temps 2 fois par jour au CrossFit. ouais. J'avais l'école entre-temps. T'étais à plein temps à l'école ou t'avais Ouais, des... alors là, donc le gymnase de lycée, Ouais, là, j'étais à plein temps. Mais vu que la voile, ça me prenait, je quittais beaucoup l'école pour faire de la voile. Je voyageais déjà dans tout le monde. hmm, Euh, ouais, heureusement, j'avais des facilités à l'école, mais j'avais des horaires aménagés, j'avais pas le sport à l'école. Et puis, ça va, enfin, le gymnase, t'as quand même, tu dégages du temps, tu finis à 17 h, j'allais au CrossFit de 19 à 20 h. hmm, Et ouais, grosse prise de masse. Je crois que la première année, j'ai dû prendre 12-13 kilos. ouais. Et j'imagine t'as commencé à bien manger à côté aussi. Ouais, là, Tu t'es fait plaisir? on me suivait en nutrition. Et voilà, je tabassais. Genre, je m'envoyais des litres pour ceux qui connaissent, le litre de lait high protein sans lactose de la COP. C'est un litre, c'est 75 grammes de prot, je crois. Ok. Boum, 1 litre par jour, chargé en flocons d'avoine, tout. Ouais, Et aussi, j'avais toujours ce petit problème dans la tête où je voulais pas prendre de gras. ouais, Par rapport à mon passé où j'étais très maigre et tu sais, j'avais envie de faire une prise de masse sèche. ouais, Et ça a rendu le truc difficile parce que le gars, il me disait, ouais, ma charge, mange ça. Et j'étais là, non, non, moi, je peux pas. Enfin, c'est trop fat. ok. Ça t'a impacté longtemps, Moi, toujours maintenant. C'est vrai, encore maintenant? J'ai un problème, j'ai un méga problème de, avec ça. J'ai pas envie j'ai cette phobie de devenir gros, en fait. Ouais, Alors que, enfin, c'est un gros mot, devenir gros, mais je sais pas, j'ai des problèmes. Si je m'entraîne pas, je me sens mal. ouais, Du coup, je me prive de nourriture. ouais, Alors que franchement, je pourrais me permettre, enfin, je dépense assez d'énergie. ouais, Si je fais qu'1 heure de vélo maintenant, je vais me dire, ah ben, je peux faire que, j'ai le droit de manger que ça, puis je vais ouais. pas dépenser assez. Et ça me pèse au quotidien quand même. Ça, c'est un truc, j'arrive pas à me détacher de ça. Ok. C'est quelque chose sur lequel tu as envie de travailler, tu as envie de faire quelque chose? Oui et non, parce qu'au final,
Ça, C'est un mal pour un c'était, bien. ouais, c'est un mal pour un bien, et puis ça m'arrange bien quand même. Et puis, Et t'es pas, je veux dire, aujourd'hui, t'es en forme. C'est pas comme si t'étais en sous-poids et complètement non, sous-nourri par non, rapport enfin, ouais. à. Ouais. Et quand tu t'entraînes, tu manges. Ouais, quand je m'entraîne, je mange. Donc Ça, continue à ça va. t'entraîner. Donc CrossFit, c'était la première fois, j'imagine, que tu découvrais le CrossFit. Ouais, C'était quoi ta première réaction? j'étais là, waouh, c'est trop cool. Ouais, Faire du sport avec du monde. Il y avait cet esprit de compétition. En fait, ouais, on m'avait dit, ouais, inscris-toi dans un fitness, ce serait un meilleur moyen de prendre du poids et tout. Et moi, je suis pas très bon socialement. Et je sais pas, j'avais un peu ce problème, j'avais pas envie d'aller tout seul au fit. J'avais peur de pas trouver la motivation. Et quand je suis arrivé au CrossFit, ça a été une claque parce qu'en fait, je pouvais faire de la préparation physique dans mon coin. Donc, j'allais en open corner, je crois que ça s'appelait. hmm, Mais il y avait cette interaction, il y avait du monde. Je regardais les gars, ok, ils mettent ça, ils mettent ce poids. Ok, je vais essayer de faire mieux. Après, on avait les WOD. hmm. Et ça m'a amené à rencontrer des gens, et à avoir encore une fois une émulation au sein du groupe. Et puis on se Hmm. retrouvait, on disait, OK, à demain à 19h, boom, WOD. Et on se tabassait. Et tu sais, j'avais 16 ans, mais je faisais la guerre à des gars de 50 ans. Genre, j'étais malade. Moi, j'étais là. J'avais envie d'être le meilleur. Et puis, il y avait des trucs, c'était obvious que j'allais être meilleur qu'un gars de 60 ans, tu vois. Ouais. Et après, il y avait des jeunes de mon âge. Et là, c'était encore le drame. Enfin, tu sais, je disais, OK, il va être là à 19h. Si je me sentais pas bien, je venais pas à 19h pour pas le voir. Mais des Donc montages. vraiment l'esprit de compétition qui était au centre de tout, quoi. Ouais, ouais, à fond. Mais c'était trop bien. Enfin, j'ai vite pris du poids et j'ai vite progressé. Hmm. Et ensuite, à un moment donné, je venais tellement accro au CrossFit que c'était limite devenu plus cool que la voile, en fait, tu vois. Ouais, Je m'inscrivais aux Open, il y avait le classement pour les jeunes en Suisse. ouais. J'avais Patrick Funk qui était, pour ceux qui connaissent, qui coachait à la boxe. Et c'était un peu un exemple, il était fort. Et il nous coachait, il nous aidait à nous surpasser pendant les Open, il nous filmait et tout. Et ouais, il y avait cette vibe-là qui était trop bien. J'avais oublié que Pac, il était à Léman avant. C'est un bon ami à moi maintenant. Il Ouais, est, il est en Allemagne, pour ceux qui connaissent. On a déjà fait des podcasts ensemble aussi. C'est un super gars et j'avais oublié qu'il avait été là pendant un moment. Ouais. ouais. Et c'était franchement, et c'est encore une fois, j'ai dû me remettre en question à un moment donné. Et mes parents ils m'ont aussi un peu remis en question. Mais à part ça, ton sport, c'est la voile et tu utilises le CrossFit comme préparation physique. Et Ouais, perds pas ça, ouais. enfin, oublie pas ça. Et de nouveau, après, et c'est là, après 2 ans de CrossFit, je pense, et j'ai dû me reconcentrer sur la voile. C'était un peu, oui, alors j'étais commencé à être fit, polyvalent, je commençais à passer à des bonnes barres, j'ai une bonne gymnastique, blablabla, blablabla, mais est-ce que ça me rendait meilleur dans mon Hmm, sport? Et c'est là où on a commencé à travailler ensemble. hmm, C'est là où je me suis remis en question et je me suis dit, OK, j'ai envie d'aller aux Jeux Olympiques à Tokyo, il va falloir que je me bouge le cul. hmm, Et comment je me sens sur le bateau? Je me sens bien, mais je pourrais être meilleur. hmm, Qu'est-ce qu'ils font les meilleurs? Ils font du vélo à fond. hmm, Ils s'entraînent sur le bateau. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour maintenir le bateau à plat, il faut faire du rappel. Donc, c'est un gainage des jambes et du tronc. On a des pieds attachés. Alors, ils faisaient du rappel à fond. Et moi, en fait, je me rendis compte que je faisais pas de vélo hmm, et je faisais pas de rappel. hmm. Et c'est là, j'ai dit, OK, Sean est dans les parages. Mon frère le connaît grâce au rugby. Il nous a mis en contact et on a commencé à bosser ensemble. Tu faisais déjà du vélo avant qu'on commence à bosser ensemble? Non, Pas du tout? je faisais de l'ergo, je faisais du bike erg. Tu faisais du biker? Ouais. Et donc, on a regardé avant dans les messages hein, pour être sûr. On commence à bosser ensemble autour de février-mars 2020. Ouais. C'est ça? Moi, je revenais, ça faisait une année que j'étais revenu en Suisse. J'avais été au Canada auparavant. Euh, Qu'est-ce qui a changé pour toi le plus quand on a commencé à bosser ensemble par rapport à la structure de tes entraînements, l'approche, etc. Ça a été, je crois que ce qui a changé le plus, c'était de commencer à faire du spécifique. Hmm, Commencer à essayer de comprendre en fait quelle était la demande du bateau mhm, et comment on pouvait répliquer ça à terre, dans une box, dans l'entraînement. hmm, Et tout ce travail qu'on a effectué de recherche de comment on peut essayer d'imiter ce qui se passe sur l'eau, à ouais, toute cette structure, et puis commencer à devenir beaucoup plus précis sur le travail d'endurance, hmm.
enfin, c'était le tout début, c'était ton début aussi, mais on a commencé à travailler vraiment plus en détail, commencer à faire du travail de VO2 avec le VO2 Master, le MOXIE, Mm, de la respiration. Et en fait, je me suis rendu compte que avant, on faisait plein de trucs polyvalents et commencer le travail spécifique, ben oui, alors j'ai perdu plein d'autres qualités que j'avais, mais ma progression, j'ai tellement ramp up dans ma progression de mm, fait de faire du spécifique et d'être suivi, de devoir te rendre des comptes. mm. Tu sais, avant, je loguais dans une app, voilà, ouais, cool, j'ai fait un WOD en Ouais. temps, et tu peux dire, ouais, j'ai fait une barre à 110 alors que tu as fait une barre à 100, alors que là, on s'entraînait ensemble, tu étais derrière moi, c'était hyper rigoureux et c'est vraiment un step up dans le professionnalisme. Mm. C'est intéressant parce que je connaissais pas du tout le monde de la voile, donc tu as dû m'apprendre vraiment ce qu'était la voile et surtout ce qu'était le laser parce que chaque catégorie est assez différente. Enfin, Ouais, il y a beaucoup de demandes différentes. Et comme tu l'as dit, on a vraiment fait pas mal de travail de recherche, vraiment en interne, hein, entre nous. T'avais le banc de rappel à la maison, ouais, on avait sorti les Moxie, on s'amusait à essayer de voir qu'est-ce qui se passait vraiment dans le corps durant un effort comme ça, comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer avec certains entraînements. Et comme tu l'as dit, le vélo a commencé à prendre une place importante dans ta préparation. ouais. Donc, on a commencé donc, travailler sur le vélo, travailler d'endurance, parler de zone 2. Ensuite, on a commencé à parler d'entraînement polarisé, Mhm. ce que je connaissais pas du tout avant, hein. Mhm. CrossFit, je me mettais des PT tous les jours. Jeune, Franchement, quand tu es jeune et que tu commences, tu peux. non mais débile quand j'y pense. On faisait n'importe quoi. Et même aujourd'hui, je suis sûr que si je recommençais le CrossFit, je ferais pareil, je me mettrais des PT tous les jours. Mhm. On n'avait pas cette approche d'aller se faire de la zone 2 et tout. Donc on a commencé à faire pas mal de zone 2. Toujours la partie haltéro parce qu'il fallait continuer à prendre du poids. Donc on Mhm. a commencé, Ouais. je crois quand on a commencé, je devais faire en dessous des 80 kilos. J'avais un objectif de 83, 84 kilos. Donc il fallait continuer à bien manger, bien s'entraîner. Mhm. Donc, et faire du vélo. Donc c'était pas toujours évident parce qu'on sait très bien, le sport d'endurance, c'est pas toujours compatible avec avec la prise de masse. Mais ça l'a fait quand même. Et Mhm. ouais, ça nous a ouvert pas mal de portes. Ensuite, j'ai commencé l'armée. Je Ouais. pense qu'on peut parler de l'armée. Oui. C'était un joli passage dans ma carrière, l'armée sportive. Ouais. Parle un peu de l'armée sportive en Suisse et le, on va dire toute l'organisation qu'il y a autour qui permet aux jeunes espoirs et aux sportifs d'élite de continuer à performer dans leur discipline Ouais. tout en faisant leur service militaire. Donc en Suisse, comme tu as dit, on a le service militaire obligatoire pour tous les hommes. Il y a la possibilité dès que tu atteins un certain niveau dans les cadres suisses olympiques, d'accéder à cette armée sportive. Mhm. Donc après avoir fait toutes les démarches, j'ai été pris pour faire l'armée. Donc comment ça se passe? C'est assez basique. Tu commences par une formation de 2 mois où tu passes par les rudiments de l'armée, la marche, tu dois connaître les grades, enfin tous les trucs basiques. Mais à côté de ça, tu as tous les après-midi libres pour pouvoir t'entraîner. Mhm. Et on était à Macolin, qui est un des centres sportifs suisses. Et c'est des infrastructures incroyables tout athlète. C'est le rêve. Enfin, tu travailles. Enfin, nous deux, on aime bien, on passe du temps dans les box, dans les fits. T'as de l'hélico beau neuf qui a jamais été servi. Enfin, Ouais. et c'était le rêve. Donc, commencer avec 2 mois disons, d'armée. Et ensuite, full time, je crois que c'était encore 4 mois. Donc c'était à peu près 6 mois de service. 4 mois où là, j'étais à Macolin, je dormais à Macolin toute la semaine, mais j'étais full time sportif. Mhm. Et j'avais le droit de partir à l'étranger pour pouvoir m'entraîner, faire mes compétitions, parce que je ne pouvais pas m'entraîner sur le lac à Bienne, c'était l'hiver, il faisait un peu trop froid. Donc je partais 2 semaines à l'étranger, j'en revenais au service, je me tabassais à la muscu, à l'entraînement. Et là, tu étais là, de temps en temps, on a fait des stages ensemble. Mhm. Et ouais, comme tu as pu le vivre, c'était un truc de fou. Enfin, Ouais, ouais, c'était une super expérience. Le fait, déjà, Macolin, c'est magnifique. C'est en haut perché sur la montagne. Et c'est vraiment, bah, tout est fait pour que tu puisses simplement t'exprimer dans ton sport. C'est fait pour les athlètes de haut niveau. Et ouais, passer quelques jours là-bas avec toi, pouvoir aller dans toutes les structures d'entraînement, comme tu as dit, les salles sont magnifiques. Tout est super bien fourni. Et pouvoir juste penser à l'entraînement, penser à la récupération
tu dirais que ça a été une étape importante pour toi dans ton développement et dans ta carrière sportive? Ouais, je dirais que déjà, ça m'a dégagé du temps parce que si j'avais dû faire le service militaire obligatoire, ça aurait été vraiment compliqué Mm, de continuer à performer à haut niveau. Ça m'aurait mis un gros stop, en fait, je pense. Donc, oui, ça a ouvert des portes. Ça nous a permis de rencontrer des gens incroyables. Enfin, des athlètes qui maintenant, qui brillent en athlétisme, des Jason Joseph qui font du 110 mètres et mm, d'autres en hippisme, je sais pas, j'avais tellement de sportifs connus maintenant et tu les vois et tu te dis, putain, j'ai fait l'armée avec eux et mm, puis maintenant ils sont en triathlon. J'ai plein de potes qui, quand ils étaient à l'armée, ils étaient bons, tu vois, mais c'était pas non plus des rockstars. Et puis maintenant, tu as des Katia Scher qui étaient aux Jeux Olympiques, qui ont fait des évolutions monstrueuses. ouais, Et tu te dis, en fait, on était entouré de super personnes. ouais. Le cadre était, comme tu as dit, magnifique. Et c'était vraiment parfait pour continuer à performer, puis à goûter en fait à qu'est-ce que c'est être professionnel dans le sport. Mhm, Parce que pour beaucoup, et dont moi, on n'est pas payé mm. quand on fait notre sport, on vit de nos sponsors. Et d'arriver à l'armée, on a un petit salaire, enfin, on a Dédommagement, ouais. ouais, dédommagements. Donc tu vis un peu la vie de sportif professionnel et c'est un truc de malade en fait. Ça t'a donné faim pour la suite, ça? Ouais, je me suis dit, enfin, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire Ouais, de mon quotidien, de penser sport tout le temps ouais, et de devoir me soucier de rien d'autre. ouais. Et aussi, j'ai vu là mes progrès physiques, c'était énorme. Malheureusement, pas autant en voile parce que je ne pouvais pas m'entraîner Mm, beaucoup. Enfin, mhm. on devait voyager pour s'entraîner, mais physiquement, j'ai vraiment progressé là. Avec la perspective, tu penses que tu aurais eu besoin de plus de temps en voile pour mieux performer? Ouais, clairement, enfin, déjà le fait d'avoir commencé le laser avec une année de retard, comme je le disais avant, vu que c'est un sport d'expérience, j'avais une année de retard sur les gens de mon âge. Ouais, Dans les catégories juniors, à chaque fois que je devais passer dans une autre catégorie, ben, j'arrivais au championnat du monde, je faisais 15e, 10e, et je me disais, ben, l'année prochaine, c'est pour moi. Mais ouais, vu que je devais changer de catégorie, ben, je pouvais pas. ouais. Et quand je suis passé en senior, donc c'était la même année que j'ai fini l'armée, là, je suis passé dans les catégories seniors, et ça a été difficile parce que bah, les gars, tu navigues contre des gars qui ont 30 ans, 35 ans, t'en as 20, 21. Et ouais, tu manges au début. Qu'est-ce qui te manquait le plus à ce moment-là? Bah, des heures sur l'eau. Ouais, Ouais, bah là, et aussi, je me suis vite rendu compte que l'importance d'avoir un contingent élevé de marins en Suisse, ouais. d'avoir un bon groupe d'entraînement, tout ce qu'en fait, on n'avait pas. Mm, On n'avait pas en Suisse et que la fédération ne pouvait pas offrir parce qu'il manquait de personnes. mhm, Si tu veux, le tri, c'est un peu une sélection naturelle. Tu es en optimiste, on est 200 compétitions tous les week-ends. Ensuite, tu as ceux qui performent, ceux qui ne performent pas. C'est un sport qui est quand même onéreux. Donc, tu as un tri qui se fait. Tu as ceux qui avancent parce qu'ils ont des résultats. Et ensuite, de l'optimiste, tu as plein de catégories. mm, Donc, ça fait le tri. Donc, tu es de moins en moins. Et au final, pour aller aux Jeux Olympiques, on était peut-être, dans ma catégorie, on était trois en lice en Suisse. mm, Et tu vas en Australie, aux États-Unis, ils sont encore 100. mhm, Tu vois? Et c'est ce qui m'a manqué. Après, comment t'intègres des groupes internationaux, les sacrifices que ça, enfin, à quoi ça équivaut, c'est de quitter la Suisse, aller vivre à l'étranger. mhm, Mais est-ce que j'étais prêt? Oui, non, je savais pas. J'avais encore mes études en Suisse. Enfin, après l'armée, j'avais plus mes études, mais c'était beaucoup de choix que j'ai eu du mal à faire. Et puis, c'était, comme je te dis, ça coûtait hyper cher. Il fallait trouver des sponsors. mhm, Une saison, c'était, je sais pas, 70, 100 000 francs. Et alors, j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille et des sponsors de la fédération, de la confédération aussi, du canton. Mais c'était difficile d'évoluer à haut niveau dans la voile olympique en Suisse. mhm. Et j'imagine pour toi qui a cet esprit de compétition et qui avait besoin justement de cette émulation avec un groupe, peut-être d'avoir justement ce groupe un petit peu plus large qui t'aurait permis de toi t'entraîner plus, d'avoir plus de concurrence aussi, Mm. même avec tes coéquipiers, pour pouvoir justement passer plus de temps sur le bateau, plus de temps sur l'eau, plus d'expérience et te donner ce qui te manquait pour aller un peu plus loin. Ouais, clairement, c'est vraiment ce qui m'a manqué. Et quand je repense un peu au passé et puis tous les succès que j'ai eus, ça a toujours été grâce aux gens qui m'entourent. Hmm, Et ça, c'est valable pour tout ce qu'on fait dans la vie. Et vraiment, en sport,
dès que j'ai eu des bons groupes d'entraînement, les bonnes personnes autour de moi, les bons coachs, les bons coéquipiers, qui avaient le goût de l'effort, qui étaient prêts à partager leurs sensations, leurs découvertes, on- tout le groupe, tout le groupe faisait un step. Et après, chaque individuel s'améliorait, tu vois. Mhm. Quand j'ai été champion du monde, Alors oui, j'étais le meilleur du groupe, j'avais ce petit truc en plus, mais surtout, j'étais entouré par les meilleurs. Et j'avais le meilleur coach, j'avais les meilleurs coéquipiers, et on kiffait notre race. Et ensuite, quand j'ai commencé à galérer un peu, c'est aussi toutes les périodes où je m'entraînais seul avec un coach, Mhm. du coaching privé, j'avais pas de groupe, où j'avais des groupes qui avaient pas le niveau ou le nombre de personnes qu'il fallait. Parce que au final, quand on fait des compétitions, on est 100 sur le ligne de départ. Mhm. Et à l'entraînement, ben, tu es content quand tu es 5, 6. Ouais, Et il y a des groupes d'entraînement dans le monde, ils s'entraînent à 20, 30, tu vois. Et si tu te sors pas les pouces du cul, t'atteins pas les quotas nationaux, tu ouais, t'évolues pas. ouais. Et moi, c'est ce qui m'a souvent manqué, c'était cette émulation au sein des groupes. Mhm. Et vraiment, après, dans ces catégories olympiques, ça a été difficile parce qu'on était que trois en Suisse. Puis il faut pas oublier que dans le top niveau, les meilleurs groupes, ensuite, ils sont assez fermés. C'est dur d'y accéder. Pour Mhm. y accéder, il faut des résultats. Mhm. Et en fait, c'est le chat qui se mord la queue. Pour avoir des résultats, il faut un bon Il te faut le groupe. groupe, t'as pas Et le c'est groupe, t'as là pas les où, en fait, résultats. Ouais. vraiment les grosses nations, c'est celles qui ont des, des groupes de jeunes. Et ensuite, les meilleurs jeunes, ils accèdent dans les groupes internationaux, dans les meilleurs groupes internationaux, mais ils ont ce groupe de jeunes qui se poussent, tu vois. Mhm. Et toutes les années où la Suisse a fait des résultats en voile, c'est quand il y avait des super groupes. Mhm. Et même maintenant, enfin, je prolonge un peu, mais même maintenant, dans l'équipe professionnelle dans laquelle je navigue, à chaque fois qu'on arrive à générer des moments où chaque athlète collabore, se pousse à devenir meilleur, on step up. Mhm. Chaque moment où la collaboration, elle bloque, où on n'arrive pas à tirer le meilleur de chaque individu, on n'avance pas. Mhm. Et c'est la mentalité qu'il faut aujourd'hui pour atteindre le top niveau. Mhm. J'y crois pas à ces athlètes qui font tout dans leur coin. Et un exemple pour moi, c'est les Norvégiens. Mhm. Ah ouais, alors oui, super, ils ont une méga méthode d'entraînement. Pour les avoir côtoyés, hein, grâce à Red Bull, Christian, il est venu à la base avec son coach. Puis en fait, quand je le vois et qu'il contre-performe aux Olympiques, je me dis, bah ouais, ils ont tellement fait les cow-boys dans leur coin. Mhm. Alors, c'est des athlètes incroyables, tellement de respect, l'hygiène de vie qu'ils ont, ce qu'ils se mettent dans la gueule, je connais personne aujourd'hui capable de faire ce qu'ils font, tu Ouais. vois. Mais ils, ils avaient pas ce groupe, alors que tu regardes les Français, qui marchent, alors oui, c'était les Olympiques, ils étaient à Paris, mais magnifique. Mhm. Ils ont un super groupe, ils mettent de côté des super athlètes comme Vincent Louis pour aller envoyer d'autres gars, mais ils y sont allés, et ils ont performé parce qu'ils avaient un super groupe. Mhm. Et c'est dans tous les sports, c'est pareil. Pour terminer un petit peu sur ta phase laser, euh, c'est quoi ton meilleur souvenir de ces années en laser, malgré le fait que t'aies pas atteint tous les objectifs que tu t'étais mis, t'es pas allé aussi loin que tu aurais voulu? Qu'est-ce qui ressort pour toi de cette période? Je pense que ce qui sort de moi, enfin, ce qui ressort, pardon, c'est cette année à l'armée Mhm. où c'était difficile à la voile, je faisais pas les résultats que je voulais, mais à côté de ça, je vivais mon rêve d'être professionnel. Et je me suis vraiment rendu compte de ce dont j'avais besoin pour performer. Mhm. Et vraiment, c'est quand j'ai reçu cet appel pour aller chez Alinghi que j'ai commencé à mettre en place toute une nouvelle structure autour de moi. Et je me suis vraiment dit, OK, là, j'ai compris, l'année passée, j'ai compris que pour atteindre mes objectifs, voilà ce que j'avais besoin. Et j'ai engagé du monde autour de moi. Notre collaboration, elle a augmenté. J'ai engagé un coach. J'avais un service de physiothérapie ici en Suisse. Je m'étais, avec le temps, je m'étais fait un groupe de potes qui étaient prêts à collaborer. On voulait créer un groupe de jeunes. Mhm. Vraiment, j'avais commencé à tout mettre en place pour step up. Mhm. Et j'ai appris en fait. Le laser, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être l'athlète que je suis. C'était l'école de la vie. Enfin, Mhm. je suis passé d'être le meilleur au monde dans mes catégories
à manger mon caca tous les jours sur l'eau Ouais. et comprendre pourquoi j'étais là. Mhm. C'est ce qui m'a permis après de step up mon game et puis d'atteindre les objectifs, enfin, atteindre les résultats que j'ai atteints maintenant, Mhm. de naviguer avec les meilleurs marins du monde et tout ça. Tu te rappelles du jour où tu as reçu l'appel? Ouais, je me rappelle. J'étais en Italie, à Riva del Garda, c'est un des lacs les plus connus pour naviguer, enfin, magnifique. Et je faisais une course à pied, qui ça m'arrive jamais, vers une église. C'est genre un peu une rando connue, quand il n'y a pas de vent, tu cours là-bas, tu mates le spot, trop stylé. Et j'arrive en haut du spot, et j'ai cet appel. Et pour ceux qui me connaissent, je réponds très rarement au téléphone. Genre, dès que je connais pas le numéro, j'ignore et je me dis, bon, si le gars il m'appelle deux, trois fois, là je répondrai ou je Ouais. rappelle, tu vois. Mhm. Et je dis, bah vas-y, je prends l'appel. Et là, je reçois l'appel. Ouais, on est intéressé, on veut se relancer dans l'America's Cup. Ça faisait 10 ans que Alinghi n'était pas reparti pour l'America's Cup. C'est un peu secret, mais je te redonne, si tu es intéressé, on se donne rendez-vous par téléphone pour en rediscuter. On aura des sélections, puis voilà, la machine s'est embrayée. Mhm. Et c'était méga difficile parce qu'en même temps, j'étais en train de restructurer tout mon entourage en mode si je vais aux Jeux Olympiques à Tokyo, c'est l'année prochaine. Pour le laser, hein. Ouais, pour le laser, ça va être chaud, Mhm. mais vision 2024, voilà ce qu'il faut. Mhm. Et là, et au moment où je me dis, je suis en train de tout mettre en place, j'ai cet appel et cette pensée qui me traverse l'esprit, je me dis, ok, merde, choix cornélien. Parce que l'America's Cup, c'est le Graal. Ouais. Et, mais à la fois, tu rêves olympique et ça fait 10 ans que je rêvais de ça et que je dédiais toute ma vie pour ça. Ouais. Donc ouais, là, ça a été vraiment une transition, des mois difficiles parce que je devais continuer à performer en laser. Ouais. Je devais commencer à m'entraîner un peu, enfin, commencer à réfléchir sélection, me donner toutes les chances pour pouvoir être pris au sein d'Alinghi Red Bull Racing. Et c'était super dur parce que je savais plus où donner de la tête. Mhm. Et puis quand ça allait bien, ben, je pensais pas trop à Alinghi. Je me disais, ben, le laser, c'est trop cool. Et puis quand ça allait pas bien, je me disais, ah, mais bon, bah, il y a Alinghi et puis Ouais. j'espère que je serai pris, tu vois. Ouais. Et tu commences à être dans cette tourmente où tu sais plus où donner de la tête. J'ai fait mes premières sélections pendant l'été. C'était sur le lac. On a navigué avec l'équipe qui était déjà en place. Mhm. Et plusieurs jeunes, plusieurs marins suisses ont tourné sur les bateaux. Ils ont vraiment fait un profiling de chaque marin. Puis ensuite, pendant 2 mois, tu n'as pas de nouvelles. Et là, tu te dis, merde. Puis c'est là où ça devient difficile. Je crois que j'avais des championnats à cette époque-là. J'avais dû faire, je sais pas, 45e au championnat du monde, un truc comme ça, en senior. Mhm. C'était encore loin de mes objectifs. Et ouais, t'es tout le temps t'es dans l'attente de nouvelles. Ensuite, on t'appelle, on te dit, OK, on pense que ça va le faire. Et tu dois planifier ta saison. Tu dois commencer à dire à toutes les personnes que tu as engagées que, attention, potentiellement, Ouais. voilà la situation dans laquelle je suis. Je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est assez secret qu'Alinghi va repartir pour une campagne. Mais il y a de grandes chances que dans un mois, je vous appelle et que j'arrête tout, tu vois. Mhm. Et ça a été hyper délicat à gérer. Comment l'a pris cet entourage, ton entourage? Comment est-ce que tu as pu communiquer ça? Est-ce que les gens l'ont bien pris? Est-ce qu'ils ont compris? Oui, très règlement. Parce que Ouais. les gens qui sont un peu initiés à la voile, ils savent que c'est le meilleur que tu puisses faire en voile. Mhm. Et les gens avec qui j'avais commencé à collaborer, ils, c'était des personnes que j'aimais et qui m'appréciaient et qu'on avait une bonne relation. Donc, personne l'a mal prise, tu vois. Mhm. Et puis, mon entourage familial, ils étaient à fond derrière moi. Ouais. Et puis, le jour où ça s'est fait, où j'ai reçu cet appel, où on m'a dit, OK, on te prend, c'est parti. Ouais. Voilà, tu signes pour cette campagne et que j'arrête tout. Ouais, ça, c'est un. Je me rappelle, j'étais en camp en plus à cette période. Mhm. Et tu sais, je savais que l'appel allait arriver parce qu'il m'avait dit, on va t'appeler. Et tu étais à l'entraînement. Et franchement, à l'entraînement, franchement, cette semaine d'entraînement, je valais rien. Ouais. Le jour où on m'appelle, le soir, j'apprends que je vais faire partie de la Ligue Bull Racing. J'arr- Je dis à mon coach, OK, ben, allez, demain, on va sur l'eau. Dernier entraînement. Et après, demain, je rentre. Donc, une semaine plus tôt, je finis le camp une semaine plus tôt, Ouais. tu vois.
Et c'est le jour, potentiellement, j'ai le mieux navigué de ma vie. Ouais, Je survolais l'entraînement. ouais, Et je me suis dit, voilà, il y a vraiment un truc dans ma tête. Il y a vraiment un truc psychologique qu'il fallait débloquer aussi. ouais, Naviguer, relâcher, tu vois. ouais. Vraiment, je suis allé comme ça, en mode, de toute façon, c'est ma dernière fois que je navigue sur un laser. T'as pris du plaisir au moins la dernière fois. Ouais, c'était trop bien. Voilà, incroyable. Après, je suis rentré, j'ai fait un ultra. Je Mhm. sais pas si tu te rappelles de Sur ça. les ergots? Ouais, Ouais, je me ultra rappelle. ergo, là, c'était un truc de débile. 50 km de ski, 100 km de rameur, 200 km de vélo à 3. On s'était mis une pétée là. Ouais, Puis après cet événement, j'ai fait hernie discale. ouais. Le lendemain, boum, j'arrivais plus me baisser. Et là, ça fait 3 ans que j'ai une hernie discale, je galère tous les jours. Putain, que des décisions là. Ouais, c'est Euh, stylé. il y avait combien de temps, tu te rappelles, entre ce camp-là ou l'appel et les tests d'entrée que tu devais faire pour Alinghi? Donc, il y a eu des tests euh, plutôt véliques, donc sur les bateaux. Ouais, Puis après, il y a eu des tests physiques. ouais. Parce que je t'ai pas expliqué, mais j'étais engagé en tant que cyclor à Mhm, la base. mhm, Donc, quand on m'a engagé, on se doutait qu'il y allait avoir des cyclistes à bord du bateau. Donc, ouais. pour remettre dans le contexte, la Midas Cup, il y a toujours eu une partie physique où il y avait des personnes qui généraient de la puissance, enfin qui généraient de l'hydraulique pour pouvoir bouger les voiles. Parce Mhm, que les bateaux, ils sont tellement gros qu'il y a tellement de force qu'il mhm. faut des vérins pour bouger les voiles. Et historiquement, c'était des grinders, donc à bras, Vélo à bras, ouais. des vélos à bras. Mais on se doutait que ça allait passer que ça allait passer au vélo. Il y avait eu des échos. Et du coup, Alinghi avait commencé à rechercher des marins qui potentiellement pouvaient être bons sur le vélo ou qui étaient bons physiquement. Mhm, Et quand on m'a engagé, on m'a dit, toi, on te voit vraiment sur un profil de grinder. Si c'est au bras, ben, tu as le potentiel de te développer. Et si mhm, c'est aux jambes, ben, tu as déjà cette base vélo grâce au mhm, laser. mhm, Et surtout, tu es marin, tu connais la voile et ça va, on ne sait pas encore si les gars, ils feront que du vélo à bord du bateau ou ils auront d'autres fonctions. mhm. Donc, on m'a vraiment engagé en tant que grinder, cycler, pardon. Et donc, du coup, quand j'ai signé mon contrat, j'étais déjà dans l'équipe, on m'a demandé de faire les tests. Mhm. Et nous deux, là, on s'est vraiment préparés à fond pour faire ces tests. Ouais, Et c'était, euh, c'était au mois de février, je crois, 2022, ouais. où là, on avait un Wingate, Ouais, donc 30 secondes à bloc. mais vélo à bras, hein. C'était Oui. parce Ah qu'en non, fait, c'était pas un 3 minutes Wingate que vous avez fait? ouais, oui, trois Hein? minutes Wingate, Donc le all out, le 3 minutes all out, ouais. dégueulasse, Super fun. vélo à bras. On avait un VO2, un ramp sur le vélo. Ouais, Et on avait genre traction, gainage, du blabla un peu. ouais. Donc là, on s'était bien préparé, hein. Mais Et c'était dur, ouais, putain. je me rappelle la dernière phase d'entraînement qu'on a fait ensemble, parce qu'après, tu es passé avec Alinghi et ils avaient leur propre staff, etc. Ouais, Donc, tu as été encadré là-bas, tu es encadré là-bas maintenant depuis que tu as commencé avec eux. Donc, c'est notre dernière phase d'entraînement ensemble. Et je me rappelle qu'on avait, à ce moment-là, j'avais repris, parce que le vélo, tu avais beaucoup géré tout seul hein, pendant notre collaboration. Moi, je t'avais beaucoup aidé sur la prépa physique, on faisait les tests ensemble sur le vélo. ouais, Mais après, tu faisais beaucoup de vélo tout seul. C'est pas moi qui gérais ton vélo. Et je me rappelle, je crois que c'est 3 mois ou 3 ou 4 mois avant les tests à Lingui, tu m'as dit, Sean, je veux que tu planifies mon vélo. Je veux que tu reprennes mon vélo et que c'est toi qui ouais, me dises quoi faire. Et je me rappelle, ben, en vue des tests que tu devais faire, qui étaient quand même. Alors, ta condition physique, en général, il fallait qu'elle soit bonne sur le vélo, mais vu les sprints qu'ils demandaient et le haut degré de puissance, eh ben, moi, je suis parti sur quelque chose de très polarisé, avec des grosses intensités et du très, très facile, et très peu entre les deux. ouais. Parle un peu de ce que tu avais l'habitude de faire avant ça, dans ta routine à toi, ce que tu faisais sur Zwift et autres sur le vélo Ouais. d'habitude. Donc, comme tu dis, quand je faisais mon vélo tout seul, j'avais encore cette tendance à me mettre un peu des pétés trop souvent. Hmm, Genre, où je roulais, je faisais beaucoup de tempo. J'allais sur Zwift, pour ceux qui connaissent, et ouais, je suivais des groupes. J'étais vraiment dans mes zones. Mais, tu vois, pour moi, il fallait que je sorte de l'entraînement lessivé. hmm, C'était un peu le mindset. Et hmm, quand je t'ai demandé de reprendre mon vélo, tu as dit non, non, on va être smart, on va faire du volume en zone 2. Et l'autre jour, j'ai encore regardé parce que j'étais un peu à court d'idées. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour être en forme sur le vélo et tout. Et
j'ai regardé, on faisait du over-under, Ouais, genre threshold et puis tempo, je crois, c'était un truc comme ça. ouais, Et on a commencé à faire du polarisé. Et en fait, toute mon énergie, je la mettais dans ces entraînements. ouais. Et c'était beaucoup plus efficace et j'ai vraiment step up là. Parce qu'avant, en fait, j'étais tout le temps fatigué. Même si je le savais pas, mais j'étais average, tu vois. Mais je me rappelle que tu étais t'es un peu anxieux à l'approche des tests, à 1 ou 2 semaines des tests, parce que forcément, quand tu as l'habitude de te mettre des caisses plusieurs fois dans la semaine avec des longs entraînements, du tempo, du seuil, où ça finit fort à chaque fois, bah, quand on a polarisé, tu avais les grosses séances où tu avais du Ouais. sprint long et de la VO2 essentiellement, ou alors c'était de la zone 2. Et tu avais très peu entre les deux, en fait, parce que tu avais fait énormément de pyramides à l'avant, donc et vu les tests que tu devais faire, ben ça avait du sens de faire plus spécifique par rapport à ça. Mais je me rappelle, tu étais anxieux du fait que tu ne te sentais pas aussi fatigué que ce que tu avais l'habitude et tu sentais que peut-être on n'en avait pas fait assez. Hein. Ouais. Durant cette phase, je me Ouais, rappelle, ouais. tu m'avais dit, Sean, est-ce que tu penses qu'on en a fait assez? Je suis pas sûr qu'on est prêt pour les tests. C'est vrai, putain. Parle un petit peu de comment ces tests se sont passés pour toi. Alors, les tests, franchement, en moyenne, bien passé. Parce que, alors, sur le grinder, on avait un peu. Parce que vu que je savais, vu que j'avais déjà été engagé, je savais que ça allait être les vélos. Mhm, On avait un peu oublié le grinder. On mhm. était quand même allé, je crois que je faisais quelques séances par semaine, de temps en temps. Mais le winged, de toute façon, on sait comment c'est assez dégueu. Ouais, Tu popcorn après 20 secondes, t'es déjà raide. Donc, ouais, ça, c'était average. Mais après, le vélo, j'avais fait un super ramp. ouais, Et je me rappelle plus exactement de la modalité du test, comment c'était. Je crois que c'était 25 watts toutes les minutes. ouais, Et ouais, je sais pas, j'avais fait un peu plus de 500, un truc comme ça. Assez content. ouais, Et ça m'avait en fait placé en tant que meilleur. Alors, ça m'avait placé en tant que meilleur marin cycliste. ouais. Et du coup, tout de suite, l'équipe avait dit, OK, on a vraiment fait le bon choix. Ça avait consolidé un peu le choix de l'équipe. Ouais, parce que comme tu avais dit, pour préciser, il y avait les navigateurs qui avaient Ouais. de l'expérience en voile, donc qui ont ces années d'expérience Mhm. sur l'eau dont tu as besoin pour être un bon navigateur. Il y avait aussi des profils très physiques, Ouais, hein, qui étaient là pour bah, pousser des watts. exactement. On en connaît quelques-uns en commun. Barnabé, hein, Yes. qui était un des meilleurs avironneurs en Suisse, qui a fait un 5,40 au Sur 2000 2000, ouais. mètres. Un Euh, monstre, putain. et parle un petit peu des autres profils qu'il y avait justement dans cette Ouais, équipe. donc pour revenir un petit peu en arrière, Hmm. ces tests physiques, ils étaient essentiellement pour construire notre base du Power Group, comme on l'appelait, Hmm. donc la base des cycleurs. Et c'est là où, pour la plupart des gens enfin, la plupart des gens qui sont venus faire les tests, c'était des gens qui connaissaient rien à voile, si tu veux. Et Hmm. comme tu as dit, ben, Barnabé, qui est un monstre. On avait Terry Scheer, qui était cycliste sur piste, qui allait 2 fois aux Jeux Olympiques, un super coureur. Augustin, Paul, Nico, ça, c'est que des gars qui ont fait de l'aviron aussi, qui sont allés plus de 2 fois aux Jeux Olympiques. Après, ça, c'était un peu le groupe de base. Ensuite, on avait des marins qui étaient aussi très physiques. Donc, on a engagé ces gars. Donc, on avait quand même une concurrence assez élevée. Enfin, moi, et même maintenant encore, maintenant que la coupe est finie, je me dis, vraiment des monstres. Hmm. Pour vous dire, c'est des gars. Alors, oui, ils sont lourds, ils sont puissants, mais sur le vélo, ça rigole pas du tout. Genre, un Barnabé, c'est plus de 500 watts sur 20 minutes. Et, et tu te dis, ces gars-là, enfin, on s'entraînait ensemble et puis ils ont tellement. Et encore une fois, tout le monde a appris de chacun parce que chacun est venu avec son expérience de sa préparation physique. Quand ils t'expliquent de comment ils s'entraînaient en aviron, tu te dis, mais c'est débile, comment ces gars, ils marchent encore. Quand ils sont encore en vie. Le polarisé, eux, c'était n'existait pas. Ils se tabassaient la gueule tous les jours à Ouais, l'entraînement. ouais. Et ils ont quand même, ils ont bien marché. Et puis ils te le disent peut-être maintenant, ils te disent, ouais, on n'a peut-être pas fait tout juste, tu vois. Hmm. Et ouais, on a vraiment ce mix de parcours, c'était incroyable, tu vois. Euh, Bah, parle un petit peu de ça. Donc, tu te fais engager par Alinghi, donc tu es dans l'équipe, contrat signé, tu passes les tests, tu fais des bons résultats, ça te Mhm. place vraiment bien par rapport à ton profil de navigateur. Ouais. Donc là, tu intègres d'abord le Power Group, hein, c'est Ouais, ça? exactement. Donc ça, c'était en 2022. On avait l'objectif de naviguer l'America's Cup en 2024, donc cet été. Et ça a commencé avec, avec de l'entraînement physique avant qu'on ait notre bateau qui soit prêt. Une fois que le bateau a été prêt,
On a installé des vélos dessus parce qu'on avait acheté un bateau de première génération qui n'avait pas de vélo, pour faire simple. Et on a commencé à pédaler sur le vélo. Ma place, elle était assez affirmée au sein du groupe des cycleurs. Alors, j'étais peut-être pas le meilleur, mais vu que Mhm. j'avais cette combinaison marin-cycleur, ça me donnait un avantage sur tout le monde, tu vois. Pour ceux qui aiment bien les datas, parle un petit peu de tes stats vélo au moment où tu entres chez Alinghi, seuil 1, seuil 2, puissance max, si tu les as en tête à peu de Alors, choses près. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. maintenant, avec les seuils ventilatoires et tout, je suis plus trop au point. Mais je te dirais, je crois que ma zone 2, pour faire simple, je pense que je devais être, je sais pas, sans déconner, pas très haut, hein. Quand on faisait, on était 220, 230, tu Ouais, je pense vois. que ton seuil de tête, il devait être dans ces parages. Je crois que Ouais, 230, peut-être 40, c'est le plus haut qu'on ait mesuré ensemble. ouais. Ouais. Donc, commencer là, j'avais je sais pas, mon seuil il devait être à 320 watts, je sais Ouais, pas, un truc ouais, comme ça, tu ouais, vois. ouais, c'est cohérent par rapport aux chiffres que j'ai en tête. Ouais. Et là, direct, quand on a commencé à s'entraîner avec Alinghi, on s'envoyait des grosses séances. On Vo- faisait, il a changé parle du changement de volume d'entraînement, notamment sur le vélo. Combien on faisait ensemble, nous, vu que. ouais, Parce que jusque-là, le vélo, c'était encore pour la voile, ouais, hein, pour le exactement. laser. Donc, parle de cette transition-là et ce que ça t'a apporté en termes de progrès aussi. Alors, la transition, elle a été franchement relativement. C'était assez faible. Vu qu'il y avait pas mal de gars qui venaient pas du vélo, Hmm, il a fallu faire un programme et c'était dur d'individualiser. On était 10 cycleurs. Et du coup, le coach, il a fait une transition assez douce où les gars, on a commencé avec 7, 8 heures de vélo par semaine. hmm. Après, Ce que tu faisais déjà. Enfin, ouais, je faisais déjà. Donc pour moi, ça ouais, n'a pas été un gros boom. ok. Ce qui a vraiment changé, c'est le fait de continuer le travail polarisé. Ouais, Où là, nous, au début, on faisait beaucoup de 30-30, de 40-20. hmm. Euh, ouais, c'était dégueulasse. On a fait une période où franchement, on se faisait du wing, on travaillait beaucoup le wingate. Ouais. Et on se faisait des séances où genre on faisait genre deux blocs, genre de 8 Wingate, genre on faisait 16 Wingate par séance. Des 30 secondes? Ouais, les 30 secondes all out. 30 secondes, 1 minute 30 de pause. 30 secondes, 1 minute 30 de pause. Et genre on paçait, mais le coach il disait non mais les gars, arrêtez de pacer, on veut du Wingate. Ouais, Mais c'est tellement dur mentalement de se mettre dans le mur. ouais, tu Genre m'étonnes. c'est un... Enfin, Surtout 16 fois dans la séance. et franchement, j'ai encore les datas, mais on faisait des trucs de débilos. Mais tout le groupe a vachement progressé. Ouais. Donc cette année-là, on naviguait beaucoup, on s'entraînait pas mal. Je pense qu'à la fin de l'année, on était, je sais pas, ouais, 13, 14 heures de vélo par semaine, un Hmm. truc comme ça. Donc, tu as doublé essentiellement tes heures de vélo Ouais, à peu de choses près. Ouais, doubler le volume. Mais il faut pas oublier on faisait pas que ça. ouais, On naviguait beaucoup. ouais, Les heures sur le bateau, on les compte pas vraiment. Donc ouais, des fois, on naviguait 4 heures par jour. ouais. Et les efforts sur le bateau, c'est un peu, tu peux pas trop les prévoir. Ça dépend de comment les marins ils utilisent le bateau. Hmm, Donc il y a des jours où c'est assez tranquille et il y a des jours où tu enchaînes les manœuvres. Donc tu fais des pics, tu fais beaucoup de sprints. hmm, Ensuite, tu as des efforts au seuil. Et après, tu dois assumer tes entraînements. hmm. Et à côté, il y a tout le travail de développement du bateau. Et c'est un travail à plein temps. Donc on avait, je sais pas, en 3 et 4 heures d'entraînement physique par jour. Et le reste, c'est au bureau. On est assis, on aide à gauche, à droite, on bricole et tout. Donc, c'était pas, enfin, on est professionnel, mais on a un autre travail à côté. On est des marins, on se prépare pour l'America's Cup, on doit comprendre le bateau sur lequel on navigue. C'est pas comme si tu peux t'entraîner 5 heures par jour et récupérer le reste de Ouais, la et journée. ça a été très difficile pour certains athlètes. Ouais, C'était qu'ils venaient d'un environnement où alors ils s'entraînaient fort, mais ils avaient beaucoup de repos. ouais. Et nous, au début, le management, ils n'avaient pas considéré ça parce que dans le passé, alors oui, les bateaux, ils étaient physiques, mais tu vois, c'était pas aussi pointu que ça allait être pendant cette campagne. Ils n'avaient pas nécessairement pris des spécialistes physiques pour ces postes-là. Non, exactement. Et aussi, ils n'avaient pas pris en compte qu'est-ce que ça veut dire de s'entraîner 2 heures, comment tu dois te nourrir, Ouais. le repos et tout ça. Donc, il y en a pour certains, c'était quand même difficile Hmm. de gérer la fatigue, mais ça l'a quand même fait. Après, tu vois, je pense que la dernière fois que j'avais fait
les premiers tests physiques, je crois on faisait essentiellement du 3 minutes, 12 minutes et 20 minutes Ouais. pour faire la puissance critique. Mhm. Et on faisait aussi on avait toujours un wingate Mhm. et un sprint max. Mhm. Et les premiers tests, tu vois, après une année, j'avais déjà progressé. Je pense que ma zone 2 elle a été montée à 250 watts après une année. Mon 12 minutes, je crois que mon premier 12 minutes, je n'avais pas fait 400 watts. Et mon 20 minutes, j'avais dû faire un 360. Mhm. Et tu vois, j'étais déjà un peu fier, mais par rapport aux autres, par rapport aux athlètes d'endurance, j'étais quand même un peu derrière. Mais par rapport aux marins, j'étais toujours bien. Et après, après ma situation au sein de l'équipe, elle a un peu changé. J'étais un peu plus impliqué dans la voile, dans la partie performance. Mhm. Dès qu'il y avait quelqu'un qui était malade, je le remplaçais. Mhm. Et petit à petit, en fait, j'ai transitionné vers un rôle de marin au sein de l'équipe. C'est-à-dire, enfin, je m'entraînais plus autant sur le vélo, mm, mais je m'entraînais toujours pour mon plaisir. Et puis, Mhm. par fierté, j'avais pas envie de gâcher une année de travail Mhm. où j'avais été, disons, presque cycliste professionnel. Enfin, je faisais que ça, à notre échelle, avec pas autant de volume qu'un pro, mais voilà. Et du coup, j'ai continué à m'entraîner. Mais juste avant d'arrêter, j'avais fait, je crois, 400, par les chiffres, j'avais fait 440 sur 12 minutes. Proche des 600 watts sur 3 minutes. Tu pesais combien? Là, je faisais peut-être 85 Ouais. kilos, tu vois. Ouais. J'avais un sprint à 1800. Les 20 minutes, je crois que j'avais juste passé 400. Et puis les Wingate, je sais plus, à peu près 1000 watts, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc j'avais quand même, on commençait à être solide. Et le Ouais. groupe, là, les gars, ils commençaient à passer les 500 watts sur les 12 minutes. Ouais. On commençait à être sérieux, tu vois. Donc après, pendant une année, j'ai vraiment réduit mon volume. J'ai fait presque d'endurance. J'avais de la peine à me motiver à refaire des séances compliquées. Ouais. Donc j'ai commencé à m'inscrire pour faire des triathlons. Ouais. Je me suis fait un triathlon, genre, random. Je me suis inscrit 3 semaines avant. J'avais jamais couru de ma vie, jamais nagé. J'avais le vélo. Ça, c'était assez marrant, tu vois. Et j'avais pas été trop dégueu, hein. Le vélo, j'avais tartiné. Ouais. Genre, j'avais fait 330 watts sur l'heure de vélo, Ouais. qui était, quoi, Propre. c'était assez honnête. La natation, j'avais fait, j'avais fait l'Olympique, donc je sais pas, j'avais dû faire 27 minutes, qui était Ouais. assez honnête pour quelqu'un qui n'avait pas nagé. Ouais. Et course à pied, franchement, j'ai jamais couru de ma life. J'ai fait 39 minutes au 10 km. Franchement, je sais pas d'où j'ai sorti ces trucs. Et je Surtout cours. après l'heure à Ouais, ouais. 330. Et je cours, mais faut pas me voir courir, hein. Je pense que là, tous les spécialistes du running, j'en ai besoin. Je suis dégueulasse en course. Genre, je fais tout en force, j'ai aucune vitesse. Horrible. Et c'est vraiment un truc que dans le futur, je voudrais Revisiter bien un petit peu. revisiter, ouais. Ouais. Et cette expérience triathlon, ensuite, j'ai continué à m'entraîner, faire des courses de vélo en Espagne pour me marrer, tu vois. Et puis, et en fait, ma situation, elle a rechangé Mhm. le jour où l'équipe s'est rendue compte que on avait un contingent de marins assez élevé et qu'il allait pas avoir de la place pour tout le monde. Mhm. Et vu que j'avais ce passé de cycleur, j'ai transitionné en tant que marin, j'étais polyvalent et ils Mhm. se sont dit, OK, on prend pas de risque. Si on n'arrive pas à trouver une place pour Nico à bord du bateau, en tant que marin, on va lui redemander de faire du vélo Mhm. et avoir un cycleur de spare. Alors, Mhm. moi, je leur avais dit, je vais faire ce que vous voulez, je vais me rentraîner à fond, je suis motivé. Mais attention, ça fait une année que Mhm. que je me suis pas entraîné. Donc Mhm. tous les autres, tout le groupe avait progressé. Mhm. Ça faisait 2 ans qu'ils s'entraînaient à fond Ouais. et moi j'avais loupé à peu près une année d'intensité et de volume. Mhm. Parce que là, quand j'ai réintégré le groupe, donc en janvier 2024, les gars, ils étaient à plus de 20 heures par semaine de vélo. Mhm. Ils partaient à Majorque pendant une semaine rouler. Ils roulaient comme des fous, tu vois. Ouais. Ils étaient, euh, Barnabé avait fait 500 watts sur 20 minutes. Tu vois, non, mais ça commençait à devenir sérieux. Ouais. Du coup, j'ai dû commencer à vraiment me rentraîner fort. Ouais. Et c'est là où j'ai vraiment été surpris de mon corps et comment j'ai très vite repris le pli. Ouais. Alors oui, au début, c'était dur. Euh, Là, on est entouré pas mal par le centre Red Bull Ouais. en Autriche, où le gars il m'avait dit, OK, on va pas avoir le temps de faire du volume, Ouais. parce que là, la coupe, c'est dans 4 mois Ouais. ou 5 mois.
C'est pas réel de te demander de faire 20 heures de vélo par semaine maintenant. Mm, On va faire de la merde. Du coup, on va mettre priorité sur les intensités. mm, Je faisais genre 3 intensités par semaine, mm, beaucoup de 40-20. mm, Les dernières séances, c'était 30 40-20. mm. Tout à la suite? Tout à la suite, ouais. Ouais, Et ça, c'était à 500, ouais, à peu près 500 watts, mais 40, ouais, 40 Donc, ça a commencé à être des belles séances. ouais. Et après 9 semaines, j'ai fait des meilleurs résultats que ce que j'avais fait une année avant, tu vois. T'as refait les tests de puissance critique Ouais. du coup? Alors, j'ai refait le 3 minutes, j'ai refait le 12 minutes, mais j'ai pas refait de 20 minutes. Ok, Et j'ai fait, je crois, sur le 12 à la fin, j'ai fait 467, ouais, 460. ouais. Donc, j'étais content parce que l'année d'avant, j'avais fait 444. Et là, ça faisait 9 semaines que je me rentraînais et je rebattais mes records, tu vois. Ouais. À 3 minutes, un peu moins, mais franchement, j'étais quand même Pour content, tu deux mois vois. de boulot, c'était pas dingue. Ouais. Et Ouais, enfin, tu vois, puis à côté de ça, on me demandait de continuer mon développement en tant que marin. Donc, ouais, je naviguais beaucoup. ouais. On voyageait pas mal entre l'Espagne et l'Arabie Saoudite, parce qu'on s'entraîne en Arabie Saoudite. Donc, je devais des fois courir, parce que j'avais pas de vélo, donc Mm, faire mon endurance. J'ai beaucoup voyagé avec CLGP, qui est un autre circuit. ouais. Il y a eu des décalages horaires. Et j'étais pas du tout dans un environnement qui était propice à performer en sport d'endurance. Mais je sais pas, la volonté, et puis tu vois, j'en venais d'une année un Ton peu de passé, il a cruising, j'étais joué, un je peu pense aussi. frais. Ouais, t'étais chaud et Ouais, j'étais chaud. t'as Mais pu te bon, la les mettre mecs, ils me pendant. mettaient tous à l'amende, hein. Ouais, Franchement, il y a peut-être deux, trois gars que j'arrivais encore battre, mais ouais. T'es passé de 14 heures de vélo semaine. Dans ton année de transition, t'étais à combien à peu près? Tu t'essayes de allez, les garder une meilleures heure. semaines, si j'étais bien chaud, je me mettais peut-être 9 heures, Ok, mais moyenne 5 heures, allez, 5-6 heures. ok. Et quand t'es repassé du coup sur de l'intensif, t'étais à combien d'heures de vélo à peu près là? Euh, on visait 10-12 heures. Ouais, ok. Et en 2 mois, t'as réussi à récupérer bah, même plus que ce que t'avais avant, quoi. Ouais, Ouais. Et donc, 2 super mois d'entraînement, tu reviens au niveau qu'il te fallait. ouais. Et franchement, je crois 3-4 jours après avoir fait ces super tests, ils me reconvoquent, tout le management me reconvoque et me disent, ouais, en fait, on te verrait bien sur le bateau pour la Mycas Cup et on va te donner ta chance pour être sur le bateau, en fait, tu vois. Ouais, Donc, 2 mois d'acharnement. ouais, Et pour revenir un peu sur ces entraînements, c'était vrai que ça a été très difficile. Alors, oui, je performais en vélo, ouais, enfin, à mon échelle, mais par contre, la gestion de la fatigue, c'était beaucoup plus compliqué. Je sentais que j'avais pas la base d'entraînement ouais. pour, euh, pour garder le rythme. Mhm. T'aurais pas pu le faire pendant 2 mois de plus, quoi. Non, ça aurait été Pas à ce difficile. rythme-là, À ce rythme-là. sans la zone 2, sans Ouais. le Alors, volume, tous les gars, etc. ils ont continué à le faire à ce rythme. Mhm, Et ensuite, on est arrivé pendant l'été où il y avait les courses. Et là, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. mhm, Tu te mets des pétés, tu vois. mhm, Et là, je pense que ça aurait été vraiment difficile. De toute mhm. façon, le plan, c'était faire ces tests le mieux possible Ouais, et taper, ouais, genre vraiment, alors peut-être augmenter le volume, mais réduire l'intensité ouais, et commencer à être un peu plus intelligent, tu vois. ouais, ouais, Du coup, il me convoque, je change j'ai de nouveau abandonné le vélo. ouais, Et littéralement, mais le lendemain que j'ai dû arrêter le vélo pour me consacrer vraiment que au bateau, bah, j'arrivais plus du tout de faire d'intensité. Genre, là, ça fait 4 mois maintenant. ouais, Bah, je recommence cette semaine à essayer de me mettre des charges en vélo. ouais. Et j'y arrivais pas. T'arrivais pas, pourquoi? J'ai le mental, le manque d'objectifs. Et on en discutait un peu avant, mais Ouais, je me suis vraiment rendu compte euh, pourquoi en fait je faisais les choses et avant et pardon, qu'est-ce qui m'amenait à me mettre dans des états pareils à l'entraînement et tout ça. mhm, C'était vraiment le fait d'avoir un objectif, de mhm, savoir pourquoi je le faisais. mhm, Et là, depuis que en fait j'ai plus d'objectif physique, mhm, alors oui, il me fallait une une condition physique de base pour un peu pour pouvoir survivre au travers de la compétition. C'est tous les jours, c'est intense, donc avoir une bonne base d'endurance, ça aide quand même à gérer sa fatigue. Mais tu vois, j'avais plus besoin de me mettre des PT. mhm, Donc tu es là, tu te dis, ouais, aujourd'hui, je me levais, tac, j'allais à l'entraînement, je me disais, allez, je me fais un. On faisait beaucoup, beaucoup de puissance critique à la fin de genre des 5x5 en mhm, puissance critique comme mhm, ça, que ça fait bien mal à la gueule. mhm, Ou on faisait aussi du 5x4 en VO2. mhm.
Et tu sais, c'est des séances où tu dois t'accrocher, genre. Mhm. Et des fois, je me dis, allez, aujourd'hui, j'y vais. Ça fait une semaine que j'en ai pas fait. Ouais, Je faisais une rep. Je dis, non, j'arrive pas. ouais, Impossible. Et ouais. la semaine d'après, je me disais, allez, ça fait 2 semaines. Allez, genre, je fais 2 fois 5 minutes. Tu sais, je commençais à réduire les reps. Et à la fin, j'allais le matin, je me disais, bon, allez, je fais de l'endurance. Ouais, ok. Et en fait, j'en ai pas reparlé, mais ma zone 2, Mhm. à la fin, j'avais une zone 2 à 300 watts, tu vois. Mhm. Donc, j'avais méga progressé. Ouais. Et là, j'ai un petit peu perdu quand même. Le fait d'avoir réduit pendant 4 mois le volume, être Mhm. à 6 heures par semaine. Tu vois, ce que je faisais habituellement, je montais sur le vélo le matin, je faisais 1 heure à 270, 280 watts, Mhm. haute zone 2, enfin milieu de zone 2. Mais là, maintenant, ouais, je pense que ma zone 2 doit être à ouais, 280, 270. Mhm. C'est ce qui est honnête, mais Mhm. par contre, j'ai grave perdu en intensité. Ouais, là, j'arrive plus. Et du Ouais. coup, je te disais, juste avant d'enregistrer le podcast, mais hier, je me suis remis en question, je me suis dit, OK, là, si je veux me remettre en forme, Mhm. réatteindre un bon niveau physique, il me faut un objectif. J'habite en Espagne, donc j'ai cherché des courses de vélo. Mhm. J'adore le VTT, je me suis mis au VTT. J'ai dit, OK, je m'inscris pour une course de VTT. Et là, dans 3 semaines, j'ai une course de VTT, je vais sûrement me faire allumer. Parce que là-bas, il y a tellement de gars, mais des petits criquets là qui t'allument, tu vois. Là, je fais 85 kilos, donc je suis pas très, C'est lourd pour un cycliste. ouais, je suis lourd pour un cycliste. Et je suis pas très technique en VTT non plus, vu que je fais mes débuts. Ouais. Mais c'est un bon objectif. Au moins, à l'entraînement, maintenant, je m'échappe pas, je refais un peu d'intensité. T'as quelque chose sur lequel te projeter. Ouais, Ouais. ouais, ça c'est cool. Pour revenir sur toute l'aventure à Lingui, parle-nous des régates, parle-nous du bateau. C'est quoi l'expérience sur ce bateau? Pour ceux qui connaissent pas, enfin, la manière dont tu me l'as décrit et je le comprends, c'est que ces bateaux-là, c'est la Formule 1 de la voile. Exactement. Ouais. Donc, pour revenir déjà un peu pour la base, l'America's Cup, c'est quoi? C'est peut-être le plus vieux trophée sportif du monde où, historiquement, c'est une compétition où c'est du un contre un. Donc, généralement, à la voile, comme je vous l'ai décrit, c'est des courses en flotte, comme on dit. Et là, la particularité, c'est du match race, donc c'est du un contre un, où le vainqueur de l'édition précédente décide des règles. Donc, c'est assez particulier. C'est-à-dire que chaque America's Cup, qui est environ tous les 4 ans, 3 4 ans, est différente. Les bateaux sont différents, les règles évoluent et ça rend un peu c'est ce qui rend un peu l'aventure si particulière, c'est Mhm. que chaque année, chaque campagne, tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé. Mhm. Et pour revenir à celle-là, donc la 37e America's Cup, les tenants du titre sont Team New Zealand. Team New Zealand ont décidé de repartir avec les mêmes bateaux, Mhm. donc la 36e America's Cup, c'était l'arrivée des premiers monocoques, donc des bateaux à une coque, à foil, donc qui volent, de 75 pieds, qui fait à peu près 25 mètres. C'était l'arrivée de ces bateaux, donc la première génération. Ils ont décidé de poursuivre avec ce type de bateau sur une nouvelle génération, où c'est là où les cyclistes sont arrivés, Mhm. où il y a où le nombre de personnes s'est réduit un peu à bord. Et donc, c'est des bateaux monstrueux. C'est ce qui se fait de plus beau en voile. C'est dans une équipe, on est plus de 200. Donc, c'est pour 8 personnes à bord du bateau. Donc, il faut s'imaginer que c'est un environnement de fou où tout le monde est là à œuvrer pour nous permettre de naviguer, euh, pour, pour développer le meilleur bateau possible. Mhm. Et les règles font que tu as une liberté dans le design. Donc, tu as des lignes, des directives à suivre, mais tu es assez libre, comme en Formule 1, comme tu l'as Mhm. dit. Alors, nous, on joue pas avec des ailerons, mais on va jouer avec les foils, donc ce qui est dans l'eau, avec nos voiles. Nos voiles, vraiment, c'est le moteur du bateau. Maintenant que les bateaux vont à peu près à 100 km/h ou plus, il y a pas mal d'aérodynamisme, parce qu'il faut Mhm. imaginer que un bateau de 25 mètres, ça a une prise au vent énorme. Mhm. Vous voyez bien sur votre voiture à 100 km/h, tu sens déjà, si tu conduis un minibus ou une voiture, tu Ouais, sens sur pas pareil. l'autoroute. Et là, il faut s'imaginer que c'est un bus de 25 mètres qui est dans un environnement hyper
hyper vivant, c'est jamais pareil. Tous les jours Mhm. sont différents. Donc, tu designs un bateau qui doit être performant dans plein de types de conditions. Donc, c'est hyper intéressant. Et nous, on est venu après 2 ans de design, on a sorti notre Boat One, qui est le bateau avec lequel on a navigué cet été, qui était pour nous ce qu'on pouvait faire de mieux avec l'équipe qu'on avait, face à 6 autres équipes qui eux aussi avaient développé leur meilleur bateau, tu vois. Donc c'est vraiment une course de design avant Mhm. tout. Historiquement, la America's Cup a toujours été gagnée par le bateau le plus rapide. Ouais. Parce que au final, la voile, donc, quand tu es marin, oui, tu peux être le meilleur marin, mais tu arrives à un stade où les différences entre chaque athlète est minime, tu vois, Mhm. comme tous les autres sports. Et nous, vu que c'est quand même un sport matériel, ben, le bateau fait une grande part de la différence. Et on n'a peut-être pas fait tout juste à cette campagne. Cet été, on a eu pas mal de difficultés avec notre bateau, pas mal de difficultés de vitesse. On était un peu sur un point de difficulté, ouais. Donc, la compétition, elle se passe d'abord avec un round robin où chaque équipe s'affronte 2 fois Mhm. à la suite de tous ces matchs. Donc, il y avait la France en lice, l'Angleterre, les États-Unis, Team New Zealand, donc les Néo-Zélandais, euh, et puis nous. Et j'en oublie un. Non, non, et les Italiens, pardon. Mhm. Donc, on s'est tous affrontés 2 fois. Ensuite, il y a un classement. Le Mhm. dernier se fait éliminer. Mhm. Et les autres avancent dans les demi-finales où là le defender, donc Team New Zealand, celui qui a gagné la coupe, il n'a plus le droit de participer. Mhm. Donc lui, en fait, il attend. Team New Zealand, ils attendent La finale. la finale, savoir qui c'est qui va gagner ce qu'on appelle la Louis Vuitton's Cup Ok. et savoir le vainqueur de la Louis Vuitton's Cup. Et ça définit leur adversaire, si tu veux. Ok. Donc nous, on a accédé aux demi-finales et on a eu des round robin très difficiles où la première semaine, tous les matchs allés, on les a tous perdus. Et notre ambition, c'était clairement d'aller plus loin. Mhm. Donc on s'est retrouvé dos au mur, où là, ça a été vraiment une épreuve mentale pour l'équipe de se dire, OK, on sait qu'on a des difficultés avec le bateau, mais on fait pas tout juste non plus. Donc il faut qu'on règle, nous les marins, tout ce qu'on peut, tout ce qui est dans notre pouvoir, tout ce qu'on Mhm. peut contrôler. Donc on s'est vraiment redressé là en tant qu'équipe. On a ensuite gagné 2 matchs de suite, puis un troisième. Donc, on a scoré 3 points dans la deuxième semaine, ce qui nous a permis de passer à la suite. Là, c'est les Français qui ont été éliminés. Et on a affronté les Anglais en demi-finale. Et on savait que les Anglais c'est eux qui avaient gagné les round robin, donc c'était les meilleurs. Mhm. Et ouais, on a de nouveau été dos au mur, mené 4-0. Et là, clairement, on se faisait avoir en vitesse. C'était presque. Ouais, nous, on avait le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose. Si on partait derrière, on n'avait aucune chance de les rattraper. C'était un Mhm. peu. Alors, pas aucune chance, on devait attendre qu'ils fassent une erreur ou qu'ils nous ouvrent une porte, mais Ouais. vu qu'on affronte les meilleurs athlètes du monde, Ouais. ils font très peu d'erreurs, tu Ouais. vois. Et on a passé un peu, voilà, toutes ces demi-finales à espérer que les conditions tournent en notre faveur. Donc, nous, on avait un bateau qui était plutôt performant dans le vent plus léger. Ouais. Et c'est seulement quand le vent est venu plus léger on a gagné 2 matchs de suite. Donc, on est remonté à 4-2. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est le premier qui fait 5 victoires. Ouais. Donc, quand tu es à 4-0, tous les jours, tu vas sur l'eau en te disant, c'est ton dernier jour. C'est ton Ouais. dernier jour. Donc, c'était pas facile. On est remonté à 4-2. Puis, on s'est incliné 5-2. Et clairement, ça a été une déception. C'est encore un peu difficile là, pour moi d'accepter le fait d'avoir perdu si tôt parce qu'on espérait atteindre au moins la finale de la Louis Vuitton's Cup. Puis ensuite, tu rêves d'aller à l'America's Cup. Mais au final, nous, le sailing team, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a vraiment exploité le bateau à 100%. Et aussi, il y a eu des modifications qui ont été faites sur le bateau pour l'améliorer. Mais ça ne nous a pas suffi, en fait, pour vaincre les Anglais. Et au final, alors on peut pas se réjouir de ça, mais c'est les Anglais qui ont gagné la finale de la Louis Vuitton's Cup. Et Mhm. c'est eux qui vont aller affronter Team New Zealand là, le 11 octobre. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. On n'a pas fait tout juste, mais certainement qu'on fera mieux dans le futur. C'est quand même une expérience incroyable. C'est les plus beaux bateaux du monde. Et à mon âge, à 25 ans, de pouvoir faire ça, je suis tellement reconnaissant. Et ça,
comme j'ai dit avant, c'est grâce à tous les gens qui m'ont entouré. Enfin, je vis un rêve, donc c'est quand même cool. La suite de l'aventure, elle ressemble à quoi pour toi? Alors là, c'est un peu la saison off. Malheureusement, on attend de savoir qui c'est qui va gagner l'America's Cup, qui c'est qui va définir les nouvelles règles. Hmm. Donc, on est un peu en stand-by. Moi, j'ai un contrat pour une prochaine Coupe de l'Amérique. Donc, normalement, si tout se passe bien, je serai là pour pour une prochaine aventure avec l'équipe. Donc voilà, pour l'instant, on attend un peu de savoir les modalités de la prochaine Coupe d'Amérique. Je reprends l'entraînement physique. Je me suis inscrit là pour une course de VTT. Ouais. Je vais essayer un peu de me remettre des objectifs, mais aussi me reposer mentalement parce que c'était quand même des années. Faut savoir, c'est non-stop. Enfin, on travaille le week-end. Euh, là, tu dépends de la météo, donc tu es tout le temps sur le qui-vive. C'est une course de design. Si tu es passionné, tous les jours, tu as envie d'améliorer le bateau, d'amener tes inputs. Et ça a été 2 ans de travail acharné. Hmm. Et ça fait du bien de se reposer, même si c'est quand même pas facile quand t'as, enfin, quand t'as mon tempérament où j'ai envie d'être actif, j'ai envie de faire plein de trucs et tout. Mais il faut apprendre à déconnecter, puis ça vient gentiment. Si on revient un peu sur ta performance à toi, sur ces régates, comment est-ce que tu juges ta performance sur le bateau? Est-ce que tu en es content? Ouais, je suis assez content de ma performance. Honnêtement, la transition, en fait, mon rôle dans l'équipe a vraiment évolué. Et on m'a demandé de remplir un rôle avec beaucoup d'importance C'était très quoi ton tard. poste à bord? Alors, j'étais régleur de voile. Ouais. Donc, je m'occupais de la voile et aussi des foils. Donc, donc opérateur de vol, si tu veux. Donc, tu contrôles la hauteur de vol. Tu es vraiment un rôle qui est lié à la performance du bateau, mais aussi un rôle stratégique où j'analysais le plan d'eau, je donnais des informations aux pilotes pour qu'ils prennent des décisions. Mhm. Tu peux nous parler t'as dit 8 personnes à bord. Tu peux Ouais. nous parler des différents postes et comment ça fonctionne? Ouais, alors sur le bateau, on a commencé par les cyclors. Il y a 4 cyclistes qui produisent de la pression hydraulique pour pouvoir faire bouger les fonctions. Donc, en tournant leurs pédales, ils font tourner des pompes qui remplissent soit un accumulateur, Hmm. où là, si tu veux, c'est un accumulateur rempli d'huile, où la pression, où ils font monter de l'huile en pression, qui ensuite est réinjectée dans des fonctions. Mhm. Ou alors, ils ont la capacité d'envoyer de l'huile directement aux fonctions. Mhm. Quand je parle de fonctions, là, je jump au rôle de trimmer, donc de régleur, où on en a deux, un de chaque côté. Donc c'était mon rôle. J'étais du côté gauche du bateau, où là, on a une interface comme une manette de PlayStation, par exemple, où j'ai plein de boutons, et chaque bouton a une fonction qui me permet de régler la voile, le foil, et tout ça, ça demande de l'huile. Donc à chaque fois que j'appuie sur un bouton, les cyclistes qui pédalent écrivent leur plan. C'est tes collègues qui Voilà. payent. Et le fait d'avoir, d'être passé, pardon, par le poste de cyclor, ça m'a aussi beaucoup aidé à comment Hmm. gérer mon huile. Parce que si Ouais, tu veux, alors oui, si tu pouvais, tu pourrais régler toutes les 20 secondes, tu pourrais faire un micro-réglage. ouais. Mais tu dois aussi penser à tes cyclors, à l'huile qui est disponible, Mhm. à quel est leur état de fraîcheur. Hmm. Parce que les efforts, c'est des efforts max sur 25 minutes. Tu Hmm. vois. Donc, vraiment, cette gestion. Donc, les deux régleurs qui règlent les voiles et les foils. Puis ensuite, tu as deux pilotes, un Mhm. de chaque côté. Mhm. Donc, souvent, la direction dans laquelle va, c'est un qui barre ou c'est l'autre. Et c'est toute une coordination au sein de la cellule avant, donc des régleurs et des pilotes, pour faire avancer le bateau de la meilleure façon, de prendre les bonnes Mhm. décisions. Et ouais, c'est un peu comment le bateau est géré. Mhm. Le groupe Cyclor, pendant la régate, pendant les 25 minutes, tu sais ce que ça donne à peu près en puissance moyenne? Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre des conditions de météo. Donc, selon les conditions, le bateau, il est plus énergivore, donc il demande plus de réglages, plus d'ajustements, Ouais. parce que chaque ajustement est fait pour gérer la stabilité du bateau. Donc, si les conditions sont nickel, on n'utilise pas beaucoup d'huile, et si c'est beaucoup de vagues, beaucoup de vent, tout, on utilise beaucoup d'huile. Mhm. Et ça va dépendre aussi du type de course. Si la course elle est serrée, il y a beaucoup de manœuvres. Chaque manœuvre est vraiment difficile Mhm. pour les cycleurs.
Et nous, on n'a pas eu beaucoup de courses difficiles parce qu'on a eu une première semaine difficile, on se faisait un peu ouvrir. Et puis, une fois que tu fais la course derrière, justement, là, tu limites les manœuvres pour perdre le moins possible. Tu essayes de maximiser la vitesse de ton bateau. Et par la suite, on a eu deux, trois matchs un peu plus compliqués où là, on a dû vraiment défendre les positions. Et là, les watts s'élevaient clairement. Je pourrais pas, je sais pas, entre 350 et 400 watts pour une course. Mais c'est pas linéaire. Non, c'est pas linéaire, Ouais. exactement. Donc, il y a des tronçons où ils sont juste là pour remplir l'accumulateur. Donc, c'est des phases où tu es en haut de zone 2, je sais pas, t'es à 300 watts. Pour eux, c'était assez tranquille. Mhm. Puis tout d'un coup, tu enchaînes les manœuvres où tu piques, tu fais des sprints à 1000 watts et sans cesse, tu dois être capable de répondre. Et vu que tu peux pas anticiper vraiment ce qui va se passer. Alors, Mhm. il y a des phases où tu anticipes, mais il y a des phases où, vu que tu es en réaction face à l'adversaire, Ouais. ben, si on vire deux fois et qu'on veut virer une troisième fois, les mecs, ils n'ont pas le choix. Tu vois, où tu dois tout le temps être prêt. Et c'est très dur sur le vélo de gérer son effort parce que si on te dit, voilà, la course, elle va faire 25 minutes, il y aura tant de manœuvres, Ouais. tu sais à quoi Ouais. t'attendre. Et il y a aussi toute la phase de départ qui est hyper compliquée. Donc à chaque fois, ils en gardent un peu sous le pied. Et il y a des phases, ils comprennent très bien qu'ils peuvent pas en garder sous le pied, qu'ils doivent envoyer tout ce qu'ils ont. Ouais. Et je pense que c'est un rôle hyper intéressant à la gestion. Puis il y en a aussi qui avaient plusieurs fonctions, qui faisaient d'autres trucs que pédaler. Donc Ouais. tu utilises tes jambes, mais tu utilises tes mains pour activer des fonctions, Et ta tête pour réfléchir à ce que tu voilà, fais. Et quand t'es dans le rouge, c'est pas facile. exactement, ouais. Et même moi au final, qui était assis, Ouais. c'est pas un rôle physique, mais c'est un rôle hyper cognitif où Ouais. tu dois gérer et penser à ce qui va se passer, mais en même temps gérer le bateau, la performance du bateau, regarder des chiffres constamment. Parce que le bateau, il est tellement grand que tout se navigue aux chiffres surtout. Et tu dois appuyer sur tel bouton. Je sais pas, j'avais une cinquantaine de fonctions, tu vois. Donc, tu dois connaître tout par cœur. Mhm. Tu travailles en collaboration avec ton ingénieur qui élabore Mhm. enfin, qui gère tout ton poste de la meilleure façon. Mhm. C'est hyper intéressant. Ouais. C'est marrant, j'y pensais maintenant que tu le décris, cette interaction entre la puissance humaine et la machine, et le fait que c'est vous qui alimentez en fait la machine, et cette interaction avec les différents postes, c'est assez unique au final comme discipline. Ouais, je pense pas qu'il y ait d'autres sports où cette interaction, elle se passe. Parce que comme tu dis, voilà, il y a quatre gars qui souffrent derrière nous. Et nous, on est tranquille. Enfin, on a notre pression à nous, notre stress. Mais on n'a pas la pompe à 200, tu vois. Ouais. Et cette interaction avec le système, donc il y a l'interaction humaine entre nous et les cyclors, mais il y a aussi les cyclors, pour parler physique, avec le bateau, comment ils gèrent et ils se distribuent les tâches, bien comprendre comment le bateau fonctionne. Donc, pendant qu'ils s'entraînaient physiquement pendant 2 ans, ils ont aussi développé le système, Mm. développé comment tout développer, comment l'huile allait être utilisée, Mm. aussi en collaboration avec les marins, mais c'est plus que pédaler, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a des équipes pour qui c'était beaucoup plus dur. Je sais que les Américains, ils ont fait une vidéo YouTube sur la chaîne GCN, là, le Ok. truc de vélo. Ouais. Et ensuite, pour avoir parlé avec eux, apparemment, eux, leur système, c'était hyper compliqué. Ils étaient sur des vélos couchés en plus. Ok. Et apparemment, les mecs, ils faisaient de 500 watts sur les vélos couchés, sur 20 minutes. C'est des monstres. Et leur système, ils galéraient. Genre, Ok. il y a plein de fois, ils pouvaient pas manœuvrer parce que les cyclistes, ils étaient au bout du scotch. Ok. Parce que le développement dans leur bateau était moins bon que chez d'autres équipes. Mm. Et par exemple, nous, on avait un super système qui était très efficace. Alors oui, c'était dur sur les vélos, mais peut-être pas aussi dur qu'ailleurs. Et ça, c'est grâce à tout le travail que les cyclors ils ont fourni avec le système team qui a développé tout ça. Mm. Et ça, c'est une partie hyper importante Mm. et intéressante du projet. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ton rôle à toi sur le bateau, ta performance, comment tu la juges sur cette régate ou cette coupe de manière générale? Je suis assez content. Comme je l'ai dit, j'ai été propulsé à ce rôle dans les 2 derniers mois avant la coupe. Donc, franchement, c'est tombé un peu de nulle part. J'y croyais plus trop. Je pensais que j'allais faire la coupe en tant que cyclor. Parce que toi, à la base, toi,
t'es un marin hein, Exactement, ouais. de formation, c'est dans ton sang, c'est ce que tu fais depuis que t'es jeune. Tu voulais être navigateur sur le bateau. Exactement. Je voulais être navigateur et, et à la fois, je savais que être navigateur sur un bateau comme ça, c'est beaucoup de responsabilités. Il faut de l'expérience. Maintenant, les bateaux, ils vont vite, donc les prises de décision, elles doivent se faire beaucoup plus rapidement. Il faut de l'expérience sur des bateaux rapides, ce que j'avais pas et que j'ai développé en 2 ans au sein d'Alinghi. Mais surtout, ce dont je suis fier, c'est ma capacité de m'être adapté et d'avoir dû remplir des chaussures un peu trop grandes à mon pied, si tu vois. Ouais. Parce qu'on m'a dit, 2 mois avant la coupe, on m'a dit, OK, tu vas faire tous les entraînements, maintenant on te veut à bord. Et tu as toute cette toute cette partie stratégique où je dois parler du plan de la course, de suggérer des décisions tactiques pour qu'ensuite les pilotes les prennent. Mhm. C'est tout des trucs que j'avais jamais réellement fait sur des bateaux comme ça, tu vois, Mhm. et à ces vitesses. Et ça, c'était une partie qui, au début, qui me stressait pas mal. Et puis, et vu que j'étais à ce poste-là, je pouvais pas non plus montrer que j'étais stressé. Enfin, c'est un poste qui te demande de l'assurance. Et alors, peut-être qu'au début, dans les courses, j'avais pas cette assurance. Et ce que tu veux surtout pas, c'est transmettre du doute. Et Mhm. peut-être que de temps en temps, je l'ai fait et je le regrette. Mais au fil des régates, j'ai pris de l'assurance et j'ai vraiment, en 2, 3 mois, j'ai vraiment évolué. Et je suis devenu quelqu'un d'autre dans la voile. Donc, et ça, je suis vraiment fier de ce travail et surtout tout le travail en amont qui a été fait parce que si j'ai été à ce poste, c'est parce que même quand je faisais Cyclore, je m'intéressais et je rêvais. Et je me disais peut-être qu'un jour, ils vont me demander d'arrêter de faire Cyclore. T'es resté impliqué dans le Voilà. processus Et ça s'est fait. J'ai arrêté d'élaboration. d'être Cyclore. Puis le jour, ils m'ont dit, ouais, ben, on n'a potentiellement pas de place pour toi à bord, mais on te redonne la possibilité d'être Cyclore. Ben, je me suis dit, bon, ok, tu vois, parce que je me rendais compte que j'allais peut-être pas avoir ma place. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je continue à travailler. Je vais soutenir le gars qui va être sur le bateau. Je vais lui apporter les peu de choses que je sais de plus que lui. Ou Mhm. je vais essayer de générer une émulation entre nous deux ou nous trois, parce qu'on était plusieurs pour ce poste, le poste que je faisais, plusieurs en lice. Et puis, le fait qu'on me redonne une chance de faire la coupe en me disant, OK, ben, tu seras peut-être pas sur la coupe en tant que marin, mais on te donne la possibilité de l'être en tant que cycleur, ben, ça m'a hyper motivé. Mhm. Mais j'ai vraiment jamais cessé de croire que j'allais être sur le bateau au poste, au poste que je voulais faire, tu vois. Ouais. Et donc, même quand j'étais cyclore, j'étais impliqué à gauche, à droite. Je faisais mes petites heures sup, tu vois. J'allais à gauche, à droite me nourrir d'informations, essayer de Mhm. comprendre et vraiment me dire que si on me redonne la possibilité d'être marin à bord du bateau, j'allais la saisir et j'allais vraiment level up mon game, tu vois. Ouais. C'était vraiment mon goal. Genre, j'étais en quête de performance et de faire mieux Ouais. et d'évoluer. Et quand l'opportunité est arrivée, j'ai dû la saisir et vraiment m'y accrocher et faire le mieux que je pouvais. Et c'est vraiment ce dont je suis fier aujourd'hui, c'est comment j'ai évolué en quelques mois. Et juste ça, c'est grâce à l'attitude, que l'attitude, le mindset. Et ça, c'est grâce à mon environnement. Tu vois, c'est même travailler avec toi, quand tu me disais, OK, c'est comme ça qu'on va faire, euh, et de croire de croire au plan. Tu vois, quand les gens ils disent trust the process, c'est vraiment, c'est putain de bateau, mais au final, c'est ça. Et c'est tellement frustrant des fois de le dire. Tu sais, quand tu as envie d'être un peu différent et de Ouais. dire, ouais, c'est du bullshit de trust the process, machin. Et au final, quand tu es arrivé au bout du process, Ouais. tu dis, mais en fait, comment j'y suis arrivé? Bah, c'est juste en croyant à ça. Ouais. C'est- En t'impliquant de telle fait à ce que ça se manifeste ou quand ça se manifeste, tu es là pour prendre l'opportunité et Exactement. tu as tout fait pour, comme si ça allait se faire en fait. T'as Ouais. pas attendu que, tu as tout fait pour que ça se fasse. Et tu sais, ouais, et c'est hyper intéressant parce que avec les réseaux sociaux, avec tout ce que tu vois, des fois, et en étant jeune, des fois, j'étais en quête de vouloir faire différent, de, d'être une personne autre que je suis, tu vois. Et c'est une quête de l'impossible et qui amène beaucoup de frustration. Mm. Et puis le jour où j'ai compris que non, en fait, tu vas faire comme.
comme tous les trucs bêtes d'Instagram que tu vois, voilà, follow your dream, trust the process, aie tes petites habits, machin et tout. Et en fait, c'est ce qui a marché, c'est ce qui marche pour moi. Mhm. Et ça m'a, bah, comme je te dis, c'était un peu frustrant. Des fois, je me disais, ah, putain, j'aurais bien voulu être quelqu'un de différent. Tu sais, des fois, tu rêves, quoi. Et alors oui, ça m'a permis, rêver, c'est hyper important, mais en fait, réussir dans le sport, c'est tellement, faut faire des trucs simples, s'entourer des bonnes personnes. Et c'est toujours pareil. Et ouais, c'est ça. Et des fois, c'est dur d'accepter que c'est des choses simples qui mènent à de grandes choses, tu vois. T'es prêt à quelques années de simplicité encore devant toi pour la prochaine étape? Ouais, même si enfin, j'ai quand même encore tendance à rendre le truc difficile mais, et compliqué, mais je dois continuer à m'efforcer et me dire, fais des trucs simples, entoure-toi des bonnes personnes. Et j'ai vraiment envie de continuer à faire ça. Et c'est vraiment là, je sais pas si tu as vu, pour parler un peu de ce qui se passe actuellement, mais tu lis, je sais pas si tu as vu Kaizen, le truc de Inoxtag, le documentaire d'Inoxtag, ce Sur YouTuber sur sur l'ascension l'Everest? de l'Everest. Ouais, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler, ouais. Et tu vois, et en fait, en voyant ce documentaire, je me suis dit, mais chacun on vit la même, enfin, il est jeune, je suis jeune, et je vis le même truc que lui chacun à son échelle, mais Ouais, cette mentalité de guerrier, genre, ça sert à rien d'essayer de faire différent de tout le monde, tu dois trouver ce qui te convient à toi, ouais, pas être quelqu'un que tu n'es pas, ouais. et c'est ça qui va te permettre d'accéder à des super choses. Et c'est quand on est jeune, et même moi, là, maintenant, j'ai atteint un tout petit truc. Tu vois, c'est rien. Genre, oui, j'ai fait enfin, j'ai participé à la Louis Vuitton's Cup qui allait nous mener à l'America's Cup. Enfin, ce qui est de plus beau dans la voile, et j'en suis fier, mais j'ai encore rien fait, tu vois. Hmm, Mais je suis fier de ma petite quête. Au final, le seul truc que je recherche, c'est d'être meilleur que le jour d'avant. Et, et, et c'est dur quand on est jeune de faire ça, je trouve. Et de le comprendre, de comprendre qui on est et quel est notre but. hmm. Et il y a tellement de trucs qui nous entourent actuellement qui nous font croire et penser qu'on peut être quelqu'un d'autre, tu vois. Je sais pas si toi, des fois, ça te fait ça, tu dis, ah, j'ai envie de faire comme lui. Ah, lui, il fait ça, il a l'air incroyable, ses programmes, ils sont trop stylés et tout. Puis toi, tu essayes de le faire, puis tu te dis, mais c'est de la merde. Je sais pas moi, genre, tu vois, Ouais, genre, des fois, je me suis dit, ah, je voudrais trop faire des podcasts, inviter des gens et tout. Puis peut-être tu t'assieds, puis tu te filmes comme ça et tu te dis, putain, mais c'est pas moi en fait. ouais. Et en fait, vraiment faire, faire ce qui te correspond, c'est le plus important. Et ça, j'ai vraiment appris ça dernièrement. C'est un super message. J'allais te demander s'il y a des jeunes navigateurs qui te regardent, qui peut-être font de l'optimiste aujourd'hui, qui un jour rêvent de faire l'America's Cup, qu'est-ce que tu leur dirais? Mais je pense que tout ce que tu as dit là, c'est exactement ça. C'est crois en toi et sois vrai envers toi-même. Essaie pas d'être comme un autre. Tu Ouais, peux t'inspirer des autres. Tu peux trouver des choses qui fonctionnent et qui vont fonctionner pour toi, mais il faut que ce soit vrai pour toi. Il faut que ce soit toi qui les fasses. Il faut que tu trouves ta flamme intérieure, c'est toi qui dois la trouver. Tu peux pas la prendre d'un autre. non, clairement. Moi, c'est vraiment, je dirais, il faut se nourrir des gens qui t'entourent. Hmm, Prendre, prendre ce qu'il y a à prendre autour de toi et, et se créer grâce à ça, tu vois. mhm. Et ça, c'est un peu mon mindset ces temps. Je vois quelqu'un, je vais prendre ce que j'aime Ouais. et je vais l'utiliser pour grandir, pour être meilleur. Et au final, à chaque fois que j'ai performé dans le sport ou que tout s'est bien goupillé dans ma vie, c'est dans ces moments-là où c'est quand j'étais bien entouré que j'ai su tirer le meilleur des gens qui m'entouraient. Mhm. Et c'est comme ça que j'avance. En tout cas, c'est un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir avoir partagé ce petit bout de ton aventure avec toi. Je veux dire, encore aujourd'hui, on Ouais, se côtoie, on se parle et on est chez toi ici, enfin chez tes parents ici à Gilly et le fait de t'avoir vu tôt, hein, déjà il y a des années en arrière maintenant, avoir pu commencer à travailler ensemble et voir ton évolution aussi, autant physique que psychologique. Et je pense que forcément, c'est certainement sur les deux plans, tu as fait une évolution monstrueuse et de voir cette phase difficile, hein, parce que comme tu l'as dit, ta phase de laser, c'était, je pense,
en tout cas de ce que tu as décrit, c'était une des phases les plus difficiles de ta carrière sportive jusqu'à maintenant, Ouais, avec clairement. des résultats précédents optimistes, ce que tu as réussi à accomplir aujourd'hui avec Anigui. Euh, et donc d'avoir eu cette chance de travailler avec toi dans cette période, de pouvoir consolider l'aspect physique, même si, comme tu l'as dit, sur le côté voile, c'était peut-être pas tout ce que tu espérais et tu aurais peut-être fait différemment si c'était à refaire. Mais en tout cas, c'est une super aventure. Et je pense que j'espère en tout cas que tu inspireras d'autres jeunes à suivre leurs rêves aussi, à ne pas avoir Ouais, peur de rêver grand et à savoir ensuite mettre les moyens derrière pour soi-même, croire en soi, faire le travail et toujours y croire. Parce qu'au final, si tu n'y crois pas, ça ne se passera jamais. Et ça exactement. commence avec ça. Clairement, ouais. Se donner les moyens, c'est. Et toi, tu es l'exemple parfait. Rappelle-toi franchement, on a commencé, quand tu es revenu en Suisse, et que l'évolution que tu as faite maintenant, c'est monstrueux aussi. Et juste parce que tu t'es donné les moyens, tu as cru en toi, tu as fait des trucs complètement différents de ce que les autres proposaient, et ça a porté ses fruits parce que tu y croyais et tu y crois encore, tu vois. Mm. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et chacun, on a eu notre évolution. Mhm. Et enfin, c'est trop cool, toi. Enfin, moi, je te suis depuis tellement longtemps et tu te dis, putain, mais Sean, au début, tu sais, il parlait de podcasts, il faisait des podcasts. Tout le monde se disait, mais qui fait des podcasts, genre, il y a 5 ans, tu vois. Et maintenant, tu fais pas de podcast, t'es un nulos. Et parler de respiration, ouais, t'as amené tellement de trucs en tout cas dans la communauté francophone Mm. que maintenant, il y a trop de gens qui en parlent et tu es en mode, ouais, mais t'en parles parce que Sean en parlait, tu vois. Et rendons à César ce qui appartient à César. Et il y a trop de trucs comme ça. Des fois, tu te dis, putain, on travaillait ensemble, Mm. personne ne nous connaissait et tout. C'était trop stylé, hein. Le travail de l'ombre, c'est presque c'est le plus chouette quand tu peux y repenser, hein, Ouais, a posteriori et te dire, bah non, on était là, on a fait le travail quand personne ne savait qui t'étais, quand c'était difficile, quand il y avait c'était même pas des jours ou des semaines, c'était des mois et des années difficiles. ouais. Mais faut pas lâcher, faut continuer. Comme tu as dit, t'as jamais lâché le truc. Un jour, tu as eu l'appel et maintenant, tu en es où tu en es aujourd'hui. Donc, bravo. Merci d'avoir Merci. écouté ce podcast. Et Si Bravo, tu veux ça. soutenir le podcast, merci je te Nico. Après, propose chacun à son deux échelle. options. Tout le monde a Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles ses sur petits Apple challenges. Podcast ou sur Spotify. Et la Ouais. deuxième option, Continuer tu à peux travailler partager dessus, cet c'est des épisode sur tes opportunités. réseaux sociaux ou Et simplement ça, à c'est- un ami. je pense qu'on termine là-dessus. Merci C'est le bon mot de d'avance la fin. pour ton Yes. soutien et Merci, je te dis Nico. à bientôt pour le prochain épisode.